Salem a levé son item haut et a déclaré que quiconque essaierait de toucher Andreas à partir de maintenant serait tué par lui. La belle femme a levé la main et a fermement déclaré qu'elle ne poserait pas un doigt sur lui. De plus, Salem a averti que quiconque oserait remettre en question cet événement subirait le même sort. Le fou sceptique demande à Salem s'il était sérieux et s'il se battrait vraiment contre eux. S'il le fallait, il a remis en question le fait qu'Andreas soit plus important pour Salem que leur propre vie. Salem sourit, lui assurant qu'il le connaît bien et qu'il sait qu'il ne proférerait pas de menaces vides. Moore a soupiré d'incrédulité, espérant que Salem plaisantait simplement. Cependant, son espoir s'est rapidement estompé lorsque la colère de Salem a éclaté, jurant de devoir se répéter. Moore et le fou sont à nouveau tombés silencieux, tandis que Sharon et Bragan sont restés choqués et ont lutté pour comprendre la situation qui se déroulait sous leurs yeux. En revanche, la jeune fille a ressenti de l'excitation et de la curiosité quant à ce qui allait se passer ensuite. Le fou s'est tourné vers Moore et lui a expliqué qu'ils étaient impuissants dans une telle situation. Il lui a demandé si elle était toujours intéressée par l'étudiant de Karen maintenant qu'elle comprenait les conséquences impliquées. Andreas, épuisé mais reconnaissant du soutien qu'il a reçu, a pris une potion de guérison et a remercié tout le monde pour leur patience. Le fou a exhorté Andreas à énoncer ses exigences en échange des pages. Visiblement fatigué, Andreas s'est renseigné sur ce qu'il recevrait en retour. Le fou a trouvé absurde qu'Andreas ne sache même pas ce qu'il voulait en échange des pages. Le fou lève la main juste pour offrir à Andreas la possibilité de choisir 5 articles dans une liste, et le met garde de faire des sélections sages et prudentes. Une liste complète est apparue devant le fou, présentant de nombreuses options. Le fou a souligné que la liste comprenait même des cadavres, dont Andreas pourrait sans aucun doute se servir. Andreas a examiné la liste, réfléchissant aux cadavres dont le fou avait parlé. Il a envisagé la possibilité d'acquérir les corps des mages qui avaient assisté à l'assemblée. Il a reconnu 2 cadavres spécifiques, l'ancienne reine des fées, Miline et le roi Tigre Timur. Aussi des matériaux de haute qualité l'ont grandement intéressé, allumant son désir de les obtenir. Interrompant la discussion, un orque orangé les a informés qu'il avait déjà vendu ces cadavres particuliers à Morn. Il a averti Andreas que Morn serait furieux s'il les donnait. Andreas a reconnu le nom de Morn, se souvenant de lui comme d'une figure éminente dans la nécromancie. Il a compris les problèmes potentiels auxquels il pourrait être confronté s'il se jouait de Morn. Il a donc envisagé d'abandonner l'idée d'obtenir ces cadavres. Cependant, une voix surprenante est intervenue, affirmant que cela n'avait pas d'importance et qu'Andreas pouvait les prendre s'il le souhaitait. Au milieu de l'étonnement de tous ceux qui étaient présents, ils ont réalisé que la voix venait d'une petite mouche, révélant que Morn communiquait à travers elle. Sharon, rempli d'excitation, a fait référence à la mouche comme au maître. Andreas a été surpris par ce tournant inattendu des événements. Tandis que Salem se sentait fier d'Andreas pour avoir prouvé sa valeur et méritant cette récompense. Reconnaissant mais incertain des intentions de Morn, Andreas a exprimé sa gratitude, s'inclinant devant Morn pour sa générosité. Il a décidé de faire rapidement ses choix dans la liste pour éviter de perdre plus de temps. Cependant Sharon a senti la colère monter en lui, souhaitant être celui qui devait livrer les pages. En plus des cadavres du roi tigre et de la reine des fées, Andreas a choisi quelques ingrédients pour des potions. Salem, conscient de meilleures options sur la liste, a remis en question la décision d'Andreas et lui a demandé s'il était certain de ses choix. Andreas a affirmé avec confiance que ces ingrédients étaient essentiels pour lui. Avec les ingrédients sélectionnés, il pourrait créer 4 potions valant des centaines de millions de wills, soit environ 2 millions d'euros l'unité. De plus, Andreas a récupéré les ingrédients nécessaires pour guérir la maladie de Lucia. De plus en plus impatient, le fou a insisté pour qu'Andreas apporte les pages de la paresse et les lui remette. Andreas partageait la même urgence et visait à ouvrir le portail, livrant les pages au fou. De manière inattendue, Salem est apparu derrière Andreas, lui disant de se préparer pour leur départ. Saisissant Andreas par le col, ils ont forcé de briser le mur racine créé par Moore, échappant à sa poursuite. Moore a immédiatement crié pour qu'on les poursuive. Dépassé par la situation, Andreas s'est tourné vers Salem et lui a demandé si les autres prévoyaient de le tuer une fois qu'il leur aurait remis les pages de la paresse. Salem a confirmé cela, rappelant à Andreas sa promesse de le protéger. Au vu de la situation, Salem a demandé où Andreas voulait être déposé. Andreas a exprimé son désir de retourner à l'académie, précisant que Salem devrait idéalement le déposer près de la gare de Rolden. Confirmant le choix d'Andreas, Salem a approfondi, demandant si Bart savait qu'Andreas était un mage noir. Cette question a soulevé une inquiétude chez Andreas, réfléchissant à la question de savoir si Bart le laisserait même encore en vie, en connaissant sa véritable identité. Salem a répondu de manière cryptique que le destin fonctionnait de manière mystérieuse. Bien qu'Andreas n'ait pas pleinement saisi les paroles de Salem, il lui faisait confiance. Ce dernier lui dit qu'il comprendra en temps voulu. Salem a rappelé à Andreas leur conversation précédente dans la voiture, l'encourageant à continuer à se battre et l'assurant que s'il survivait, il découvrirait finalement son vrai lui. De retour à l'académie, Andreas a déballé ses affaires, plaçant soigneusement la reine des fées sur la table à côté des ingrédients de potions sélectionnés.
Il a laissé le roi tigre sur le sol de sa chambre, s'émerveillant de la façon dont un objet aussi volumineux s'adaptait dans le sous-espace. La commodité de cette capacité l'a impressionné. Se souvenant de son besoin passé de convoquer Nickel comme demandé, Andreas a décidé de reporter sa convocation jusqu'à ce que son niveau de nécromancie augmente, lui permettant d'invoquer des zombies de haut niveau à la place. En levant les mains, il a stocké les cadavres obtenus dans la même dimension où résidait Nickel. Son attention s'est tournée vers le nouveau sac offert par Morn, et il a découvert un livre. Niché à l'intérieur, en le prenant, une fenêtre système est apparue, révélant qu'il détenait le grimoire de magie noire de Morn, un livre de compétences de haut niveau rédigé par Morn lui-même. Andreas ne pouvait pas croire sa chance, recevant encore un autre cadeau de Morn. L'excitation a jailli en lui alors qu'il ouvrait le livre, trouvant une richesse de connaissances dépassant même celle de la bibliothèque de Charon. Désireux de comprendre pleinement le contenu du livre, il a envisagé la possibilité de transformer les cadavres acquis en zombies de haut niveau. Une fois qu'il se sera plongé plus profondément dans les enseignements de Morn. En jetant un coup d'œil à Nickel, Andreas a remarqué une autre fenêtre système offrant de développer son squelette. La fenêtre l'a informé de 66% de réussite d'évolution potentielle. Envisageant sa prochaine étape, Andreas attendait ce moment depuis longtemps pour développer Nickel. Il se sent soulagé qu'il y soit finalement arrivé. Reconnaissant la corrélation directe entre l'apparition de la fenêtre d'état et la remise des pages de paresse, Andreas a déduit que le codex influençait la vitesse d'évolution. Malgré les préoccupations potentielles concernant les complications, Andreas les a écartées, réalisant que s'inquiéter ne le mènerait nulle part. De plus, le système garantissait la perfection des potions, par conséquent, il a sélectionné oui et a commandé le développement de son squelette Nickel. Nickel a observé ses environs, affichant sa surprise face à sa nouvelle forme. Andreas a noté que contrairement à Angela, Nickel n'avait probablement ressenti aucune douleur en étant déjà décédé. Soudainement, quelqu'un a cogné à la porte de Andreas. Surpris, il s'est tourné pour s'adresser au visiteur inattendu, ordonnant à Nickel de se retirer dans l'autre dimension. Lucia se tenait devant lui, demandant un moment de son temps. Pendant ce temps, Salem et Morn étaient assis ensemble, engagés dans une conversation. Salem lisait un livre cherchant la permission de Morn de poser une question, Morn lui a donné l'opportunité et a siroté son thé en l'écoutant. Salem a lui demandé s'il avait partagé les informations sur les pages de la paresse parce qu'il avait amené quelqu'un pour protéger Andreas. En réponse, Morn a gardé un silence délibéré. Salem a ri, interprétant le silence comme une affirmation. Il savait que Morn avait précédemment surveillé Kane, le père d'Andreas. Alors, Salem était conscient des défis auxquels Morn était confronté dans l'enseignement à Kane car il manquait de talent inné et avait été affecté par le royaume contre les souhaits de Morn. Interrompant les déductions de Salem, Morn l'a contre-interrogé avec sa propre question. Il a demandé à Salem s'il connaissait l'origine de la nécromancie. Pris au dépourvu par le changement soudain, Salem a exprimé sa surprise. Morn s'est souvenu d'un souvenir poignant de sa jeunesse, une femme aux cheveux verts qu'il aimait profondément. Il a partagé avec Salem que la nécromancie représentait une obsession pour l'immortalité. Et s'est mis à raconter une scène triste où lui et sa bien-aimée étaient assis main dans la main sur une falaise, se disant au revoir alors que le soleil se couchait. Morn a tenté d'élaborer davantage, expliquant comment la nécromancie se manifestait comme une poursuite pour garder les êtres chers pour toujours. Il a décrit un rituel impliquant un cercle magique fait de sang, où il a placé sa bien-aimée au centre, a touché sa main et l'a tenue une dernière fois, lui disant tristement au revoir. Salem a écouté attentivement, absorbant le récit émouvant de Morn. Par curiosité, Salem a demandé si ce conte était tiré d'un vieux conte de fées. Morn a répondu par un simple soupir, poursuivant leur discussion. Salem a approfondi, réalisant que la connexion de Morn avec la famille Cromwell s'étendait au-delà de Kane. Cependant, Salem a compris que d'autres questions ne donneraient aucune réponse de la part de Morn. Ainsi, il a décidé de laisser l'affaire en l'état. Morn a placé la discussion sur le cas d'Andreas, demandant l'opinion de Salem à son sujet. Salem, avec un sourire malicieux, a révélé qu'il savait déjà tout. Ayant espionné Andreas à travers sa mouche zombie, Salem a déclaré qu'Andreas était l'un des individus les plus excentriques au monde, dépassant même Salem lui-même. Salem attendait avec impatience le développement futur d'Andreas, intrigué par le chemin imprévisible qu'il traverserait. Pendant ce temps, un homme à la moustache distinguée s'est présenté comme William Hollington, tendant la main vers Andreas pour une poignée de main. S'adressant à Andreas par son nom, William l'a invité à prendre place, pendant que Lucia se tenait à proximité. Alors qu'il s'installait sur le canapé, William s'est excusé de l'avoir fait voyager de si loin juste pour le règlement initial de la potion Everlast. Il a expliqué qu'il voulait parler à Andreas en personne. Portant une expression joyeuse, William a continué, exprimant son enthousiasme à l'idée de leur future collaboration et comment Andreas est devenu un ami proche de Lucia. Andreas a répondu, exprimant son anticipation pour la réunion avec William. Il a exprimé sa gratitude pour toute l'aide que la fille de William, Lucia, lui avait fournie en lui offrant une si bonne affaire.
Espérant apaiser toute inquiétude, William a mentionné qu'Andreas, en tant que producteur, méritait sa juste part des bénéfices. Cependant, Lucia, d'un ton arrogant, a interjecté, rappelant à Andreas qu'elle était celle qui s'assurait qu'il recevait un si bon accord. En donnant un contrat à Andreas, William lui a demandé de le lire tout en examinant les clauses. Andreas a réalisé qu'il recevrait 60% des bénéfices, chaque unité étant évaluée à 3 millions de wills, soit 30 millions d'euros. Alors qu'il calculait le montant stupéfiant qu'il recevrait, le visage d'Andreas exprimait son choc immédiat. En se rendant compte qu'il recevrait plus de 1,8 milliard de wills équivalent à 18 milliards d'euros. Il a lui-même fait une approximation de ce que pouvait lui rapporter par mois la vente de 1000 unités. Alors qu'Andreas était toujours abasourdi, William a remarqué que les potions se vendaient rapidement, indiquant que le prochain montant qu'Andreas recevrait serait encore plus important. Avec un sourire chaleureux, William a suggéré qu'ils arrêtent de discuter d'affaires et qu'ils profitent d'un dîner ensemble. Il a également mentionné que puisque c'était la première fois pour Lucia d'amener un ami, il avait hâte d'entendre l'histoire d'Andreas. Andreas a rougi en entendant la remarque de William, en particulier lorsqu'il a ajouté qu'Andreas était un garçon. Un mois plus tard, Andreas se retrouva dans un train, s'émerveillant de la popularité de la potion Everlast, qui était devenue un succès non seulement pour le combat mais aussi dans les cercles de la haute société. En raison d'une demande accrue, la société commerciale avait décidé d'élargir ses fournisseurs et ses installations de production. Tout en étant dans le train, Andreas ne pouvait pas croire que plus de 2000 unités avaient été vendues en seulement un mois. Il a regretté de ne pas avoir acheté une tablette plus tôt, car il n'avait pas prévu de gagner une somme aussi importante avec la potion seule. Grâce à la popularité de la potion, il avait également obtenu plus de soutien de la part de la noblesse, lui laissant un total de 6 milliards de wills, soit 60 milliards d'euros. Même après avoir racheté le domaine de Cromwell pour 3,5 milliards de wills, y compris les frais de gestion, il aurait encore beaucoup d'argent à dépenser. L'annonce du train a informé les passagers de l'arrêt imminent à la gare de Arte. Andreas, tenant un sac, s'est levé de son siège. Se rendant compte qu'il devait d'abord récupérer la bague à cachet de la famille Cromwell. Alors que le ciel se transformait en une belle teinte orange d'une beauté crépusculaire de fin de journée, la porte du cimetière est apparue folklorique devant Andreas. Il a marché vers une petite maison et a remarqué un homme encapuchonné debout à côté d'un vieil homme, piquant sa curiosité. En s'approchant d'eux, Andreas a été accueilli chaleureusement par le vieil homme, qui l'a invité à l'intérieur pour le thé. Andreas, intrigué par la présence de l'homme à capuche, s'est renseigné sur son identité. Le vieil homme a expliqué qu'il l'avait invité à agir en tant que garant, car il croyait que cela aiderait à éviter les problèmes futurs. Invitant Andreas à les rejoindre à l'intérieur de la pièce sombre, éclairée par un feu vacillant, le vieil homme et Andreas ont pris leur siège tandis que l'homme à capuche est resté debout. En observant l'individu encapuchonné, Andreas a eu l'intuition profonde qu'une silhouette armée d'une épée et masquant son identité n'était peut-être qu'une apparence fallacieuse. Il savait que le vieil homme, Paimon, pratiquait la nécromancie depuis longtemps, mais il le considérait comme rien de plus qu'un petit poisson comparé à Charon du jeu. En réfléchissant à son statut, Andreas a réalisé que Paimon ne représentait aucune menace pour lui à son niveau actuel. Andreas envisage une transformation extraordinaire de Nickel. Conscient de sa capacité à exploiter l'aura, il se rend compte que sauf s'il est confronté à un adversaire du niveau maître aura, la victoire contre lui est virtuellement impossible. Le seul facteur inconnu était la force de l'homme à capuche. Andreas se demandait s'il aurait dû libérer l'énergie à l'intérieur de son dentian, se demandant si retenir avant avait été suffisant. Paimon s'apprêtait à offrir le thé, en soulignant qu'il l'avait obtenu par l'intermédiaire d'une relation au cœur de la congrégation et en affirmant qu'il était de bonne qualité. Avec une expression désintéressée, Andreas a exprimé son désir de discuter de la question de la bague à cacher plutôt que de se concentrer sur le thé. Agacé, Paimon a répliqué, commentant l'impatience d'Andreas. Andreas l'a informé que les cadavres qu'il avait achetés étaient médiocres, mais en raison de la nature accommodante de son interlocuteur, il a décidé d'échanger la bague contre 5 millions de wills, fait la conversion. Ce qui a fait élargir les yeux de Paimon sous le choc. Son expression de visage s'est transformée en un sourire alors qu'il commentait qu'Andreas avait grandi sans même s'en rendre compte, ajoutant qu'il était également généreux. Cependant, il a rappelé à Andreas que malgré sa nature répréhensible, il était toujours un conte. Le visage de Paimon est devenu sinistre alors qu'il déclarait que le prix du secret n'était pas bon marché. Impassible, Andreas a demandé si Paimon voulait qu'il paie plus. Reconnaissant silencieusement que c'était le comportement typique d'un méchant à l'apparence peu attrayante, Paimon a assuré à Andreas de ne pas s'inquiéter car il avait l'intention d'échanger la bague de cachet contre les articles qu'Andreas avait acquis de la congrégation, car il avait entendu parler de son rôle significatif. Il a alors suggéré qu'Andreas lui donne simplement une portion de ces articles. Andreas a jeté un coup d'œil à son sac, envisageant l'offre. Paimon, portant maintenant une expression menaçante et laide, a déclaré que ce ne serait pas un mauvais accord pour Andreas. Andreas a pris une gorgée de son thé, exprimant sa gratitude pour l'offre, tandis que les deux hommes le regardaient, confus et souriants.
En posant sa tasse, Andreas a demandé une clarification, insistant sur le fait qu'il offrirait 5 millions de wills et rien de plus. Les yeux de Paimon sont devenus rouges de colère en entendant la déclaration d'Andreas, le réprimandant et le qualifiant de gamin. Andreas a calmement répondu qu'il comprenait exactement ce qu'il voulait dire. Cependant, portant un sourire confiant, Andreas a remarqué qu'il savait que Paimon n'avait jamais eu l'intention de faire une bonne affaire en premier lieu. Paimon est resté silencieux pendant un moment, échangeant des regards avec l'homme à capuche, qui a commencé à dégainer son épée. L'homme à capuche a conseillé à Paimon que leurs affaires étaient terminées. Soudain, un portail est apparu derrière Andreas et un nickel évolué en est sorti. Andreas a déclaré avec confiance qu'il en avait assez de cette mascarade de toute façon. Les deux hommes ont été stupéfaits par le charisme d'Andreas, révélant un nickel menaçant. Andreas a posé une question de manière menaçante, demandant à Paimon s'il croyait vraiment qu'il pouvait le vaincre. Paimon s'est levé, ordonnant à l'homme à capuche d'attaquer Andreas et de saisir toutes ses affaires. Soudain, quelque chose attire l'attention de l'homme à capuche. Il aperçut Nickel surgir derrière Paimon, sa lame levée pour frapper. Cependant, dans un geste prompt, l'homme à la capuche parvint à parer un coup mortel de Nickel, pendant qu'Andreas assistait sereinement au combat, sa foi en la victoire restant imperturbable. Andreas reste composé dans sa position assise, anticipant les événements à venir. En observant l'affrontement acharné entre le défenseur Dan et Nickel, il réalise que Nickel est loin d'être un homme ordinaire. Quand Dan lance son épée, Nickel réagit rapidement, saisit sa jambe et le propulse dans les airs. Dans le feu de l'action, Nickel charge son épée d'une aura, la faisant briller intensément, dévoilant une force renouvelée après son évolution. Malgré la puissance de Nickel, Dan montre une résilience surprenante, résistant au redoutable squelette. Andreas ne peut qu'admettre la ténacité de Dan. Le duel entre les deux adversaires se poursuit, avec des épées qui s'entrechoquent, des blocs et des coups échangés. Nickel repère ce qu'il croit être une ouverture et lance une attaque en plein air, mais Dan contre-attaque en transperçant apparemment le squelette par le crâne. Cependant, à leur grande surprise, la compétence fantôme de Nickel permet à la lame de passer à travers sa tête sans lui causer de mal, presque comme s'il était un fantôme. Après avoir porté un coup de genou rapide, Nickel envoie Dan voler par la fenêtre. À l'extérieur, Paimon utilise ses compétences en nécromancie pour garder Dan sur ses pieds et le réprimande pour sa performance, exigeant plus d'efforts s'il s'attend à être payé. Paimon déplace ensuite son attention vers notre personnage principal. Impressionné par la convocation d'Andreas avec des capacités fantômes, mais doute de son efficacité contre ses soldats d'élite. Invoquant tout ce qu'il peut, y compris les cadavres enterrés dans le cimetière, Paimon entoure complètement Andreas et Nickel. Sans issue, Andreas suggère qu'ils se séparent temporairement, prévoyant de prendre Paimon au dépourvu lorsque l'occasion se présentera. Pour l'instant, leur objectif principal est de survivre contre l'armée impitoyable de morts-vivants. Andreas se faufile habilement à travers les ennemis, utilisant des sorts de boucliers terrestres pour se frayer un chemin. Cependant, malgré ses efforts, la horde de morts-vivants ne montre aucun signe d'arrêt, continuant sans cesse à se rapprocher de lui. Dans une tentative désespérée de repousser les morts-vivants, Andreas utilise un sort de lance de pierre, lançant des rochers sur leur visage pour compliquer davantage ses défis. Des ennemis archers prennent également Andreas pour cible à longue portée, rendant la survie encore plus difficile. Paimon observe la lutte de son armée pour vaincre un seul adversaire, devenant de plus en plus agacé par leur incompétence. Pendant ce temps, Nickel et Dan poursuivent leur combat acharné, Dan devenant frustré par la persistance. Dans une tentative de gérer Nickel, Dan laisse tomber une bombe collante dans sa chemise, prévoyant de la faire exploser dans quelques secondes. L'explosion se produit, Nickel semble avoir disparu sans laisser de traces, laissant Andreas se sentir dépassé et incertain quant à son emplacement. Alors que la bataille fait rage, Andreas se bat de toutes ses forces. Même si son corps commence à devenir engourdi et tendu, un zombie grotesque crache un liquide corrosif sur le dos d'Andreas, compliquant encore la bataille. Cependant, notre personnage principal refuse d'abandonner, balançant son épée et se demandant combien de temps il pourra supporter cet assaut impitoyable. Pris au dépourvu par un squelette chevalier de bas niveau balançant une grande hache, Andreas parvient tout juste à bloquer l'attaque à temps. Après avoir tenté de donner un coup de pied à l'ennemi, Andreas tombe au sol. Le soldat squelette le frappe à la tête, poursuivant l'assaut impitoyable en grimpant sur Andreas et en le battant sans pitié. Dans ces derniers instants, Andreas craint de périr aux mains d'un simple chevalier squelette. Son esprit s'emballe en pensant aux personnes qui lui sont chères, sa sœur amie, la maladie de Lucia et la santé mentale de Viviane. Il réalise qu'il a enfin trouvé une raison de vivre et il refuse de succomber à ce destin. Malgré une perte de sang importante, Andreas serre les dents et, dans un moment de désespoir, une lumière vive brille sur lui, lui accordant de nouvelles compétences grâce à sa formation continue. Son système l'informe de son talent éveillé, des capacités de combat et d'aura, un résultat de son trait à double cœur. Maintenant, il peut manier à la fois le mana et l'aura simultanément. Renforcé par cette nouvelle force et son courage, Andreas reprend son épée et reprend son élan. Déterminé à survivre et à retrouver son chemin vers l'endroit où il appartient vraiment, le système confirme qu'il a atteint un deuxième éveil.
Après s'être battu pour sa vie, Andreas, blessé, regarde Nickel, qui pointe son épée vers Paimon. Andreas interroge Paimon sur l'emplacement de l'anneau, le visage en sueur. Paimon insiste pour ranger l'épée avant de discuter. Il suggère qu'avec une personne morte, les négociations pourraient s'améliorer. Andreas envisage ses options, son regard se pose sur le corps sans vie de Dan finalement. Il décide de manier l'épée de Dan et d'approcher Paimon, exigeant de savoir où se trouve l'anneau. Paimon l'exhorte à attendre et à se détendre. Mais soudain, il crie de douleur alors qu'Andreas lui coupe le bras. Andreas insiste pour que Paimon commence à parler car il n'est plus intéressé à discuter de questions avec lui. Paimon, agenouillé sur le sol, révèle que la bague se trouve dans le tiroir du bas de l'armoire dans la maison. Andreas observe brièvement Paimon avant qu'il ne commence à tousser du sang, ses yeux devenant rouges, ses veines gonflantes et du sang sortant de sa bouche. Paimon s'effondre sur le sol, laissant Andreas se demander ce qui se passe. Andreas avait prévu de se débarrasser de lui à un moment donné et contemple maintenant l'épée empoisonnée qu'il a utilisée pour couper la main de Paimon. Il se rend compte que Dan est en fait Bloody Dan, se souvenant que Paimon avait mentionné son nom. Il reconnaît que le masque qu'il a trouvé sur Dan confirme son identité en tant que celui qui a initié la guerre dans le jeu. En portant le masque, Andreas ressent une aura bleue l'entourant et son apparence change avec ses cheveux et ses vêtements. En retirant le masque, il note que c'est un artefact capable de modifier les apparences. Andreas affirme que le masque confirme l'identité de la personne qu'il vient de tuer comme étant Bloody Dan, celui qui a initié la guerre entre le Nord et l'Empire lorsqu'il a enlevé l'enfant du chef barbare du Nord plus tard dans le jeu. À l'origine, la guerre était censée se propager dans tout le continent et Andreas aurait été entraîné dans celle-ci, mais il l'a empêché de manière inattendue. Andreas reconnaît que Dan n'allait pas vivre longtemps de toute façon, alors il le remercie pour le masque, prévoyant de l'utiliser judicieusement. Il ordonne à Nickel de chercher la bague pendant qu'il fait le ménage. La scène passe à la clinique d'Alvin Street, où Andreas regarde les nouvelles sur sa tablette. Les gros titres mentionnaient les mages noirs et le chaos causé par Paimon le nécromancien et son gardien embauché se battant pour de l'or dans le cimetière national. Andreas, assis sur le lit avec des bandages, se rend compte qu'il ne sera pas affecté par ces nouvelles. Ainsi, il décide de se concentrer sur des questions plus importantes. Il prévoit d'acheter son ancien manoir pour 2,5 milliards de wills, taxes et frais compris. Soudainement, une personne lui cache les yeux et le met au défi de deviner qui elle est. Un silence s'installe entre eux pendant un moment, puis Lucia, d'une manière taquine, fait remarquer qu'Andreas manque d'humour. Andreas lui dit un simple « yo ». Elle place un panier de fruits sur le lit et questionne sa réaction brève, lui rappelant qu'elle est venue lui rendre visite parce qu'il est mignon. Andreas la remercie d'un simple « je vois merci ». Insatisfaite, Lucia répète ces mots avec une pointe d'arrogance, disant « je vois, merci ». Pendant qu'Andreas se demande ce qu'il était censé dire d'autre. Nerveusement, il répond que ce n'est rien, juste le résultat d'une surcharge d'entraînement. Lucia l'avertit que s'il continue comme ça, il pourrait mourir un jour. Juste à ce moment-là, Viviane pousse la porte. Elle fait son entrée dans la pièce et Andreas prononce son nom. Ils échangent un regard, et avec une nuance de soulagement et d'inquiétude sur son visage, Viviane s'adresse à Andreas en l'appelant Monsieur Fay. Elle se précipite devant Lucia et bondit directement vers Andreas tout en tenant sa boulangerie, exprimant son inquiétude pour lui. Andreas sourit et la rassure qu'il va bien, pendant que Lucia regarde avec un soupçon de jalousie. Une semaine après, la scène se transpose dans un tableau de splendeur raffinée. Une fresque éblouissante se déroule, illustrant un carrosse royal et luxueux, orné d'un filigrane détaillé, traversant un paysage d'une beauté sans pareille. Le firmament au-dessus offre une mosaïque de nuances où les rayons solaires se fondent avec les brumes célestes des nuages, saturant le ciel d'un kaléidoscope de teintes. Juste pour attiser la curiosité de ceux qui n'auront pas atteint ce niveau de la vidéo, commente « Splendide » et n'oublie pas de mettre un j'aime. Andreas et sa sœur sont à l'intérieur du transporteur. Amy se demande ce qu'Andreas voulait lui montrer et se souvient être allé avec lui parce qu'il a dit qu'il avait récupéré la bague. Cependant, elle ne peut pas comprendre où Andreas l'emmène car toutes les tentures sont fermées, elle observe Andreas lire un livre et se demande comment il a pu se payer un tel carrosse. La voiture s'arrête et elle demande à Andreas où ils sont et ce qu'il voulait lui montrer. Il lui dit qu'elle verra une fois qu'ils seront descendus. Soudain, elle entend une voix familière et une vieille dame nommée Lupin ouvre la voiture, la saluant à nouveau. Choquée, Amy demande ce qui se passe et pourquoi Lupin est là. Andreas explique qu'il a demandé à Lupin de travailler à nouveau comme leur femme de ménage en chef. Inquiète, Amy dit à Andreas qu'ils ne peuvent pas se le permettre pour le moment. Elle tient la main de Lupin et s'excuse, expliquant que son grand frère est toujours naïf quant au fonctionnement des choses. Soudain, ses yeux s'écarquillent alors qu'elle remarque quelque chose devant elle. Descendant de la voiture, elle voit sa vieille maison, le manoir Applewood, et les souvenirs de son enfance reviennent en masse. Elle se tourne et demande à Andreas pourquoi il l'a emmenée ici. Il lui tend une enveloppe et lui demande de la lire, tandis que Lupin est simplement heureuse d'être là. En tenant le papier, Amy demande si ce qu'elle a lu est vrai, si Andreas a ramené leur maison, elle se demande comment il a fait, craignant qu'il n'ait fait quelque chose de mal.
Andreas tient une tablette et lui dit qu'il a inventé une potion en lui montrant l'image. Il explique que cela lui a permis de racheter le manoir et l'assure qu'elle n'aura plus à travailler aussi dur à partir de maintenant. Il promet de s'assurer qu'il y ait de l'argent sur sa carte tous les mois. Ainsi les larmes aux yeux de Amy admet qu'elle ne savait rien de ses efforts et qu'elle se sent coupable d'avoir dit quelque chose de cruel à cause de la bague. Elle clarifie que lorsqu'elle lui a dit de ne pas revenir, elle ne le pensait pas. Andreas lui tapote la tête et lui dit de ne pas être stupide, l'assurant qu'il sait qu'elle ne voulait pas dire toutes ces choses blessantes. Il promet d'être un grand frère responsable à partir de maintenant. Tout en pleurant, Amy dit qu'elle a toujours cru en lui, mais à l'époque elle était tellement en colère. Andreas reconnaît ses sentiments, tandis que Lupin fait de son mieux pour retenir ses larmes aussi. À l'intérieur du dortoir de l'école, le cadavre de tigre sans vie était étendu sur le sol, entouré d'un cercle magique rouge vif. À proximité, Andreas occupait son siège, absorbé par un livre. Réfléchissant à son réveil triomphal du second éveil, acquis lors de sa récente bataille, il médite sur la façon dont son nouveau trait, l'éclairage, accélère sa maîtrise des compétences nécromanciennes. La capacité profonde lui permet de comprendre les théories plus facilement par l'introspection et l'exposition. Énumérant la gamme de nouvelles capacités telles que la mort, la fureur, la malédiction de sang, l'invocation de ghouls, l'explosion de cadavres, l'invocation de squelettes et l'invocation de revenants, il reconnaît le rôle du trait dans l'augmentation de sa vitesse d'apprentissage. En regardant le tigre nommé Timur, Andreas murmure qu'il pourrait maintenant essayer de l'invoquer, se sentant confiant dans ses préparatifs approfondis, il lève déterminé la main, anticipant un résultat réussi, conscient qu'il a soigneusement vérifié toutes les causes potentielles d'échec. Encouragé, il proclame qu'il est temps de commencer. Andreas est entouré d'une aura vivace, le système annonce une nécromancie mineure, exécutant l'invocation de revenant, un cadavre a été détecté, un matériau utilisable pour la nécromancie a été détecté. Avec l'utilisation du noyau double à sa disposition et l'évolution de Nickel, il envisage l'ajout de Timur, dont la puissance est redoutable, sa force est comparée à celle d'une troupe entière. Andreas déclare avec un sourire narquois, au monarque de la tribu qui a fait trembler le continent. Le système répond que la valeur de capacité des matériaux d'invocation dépasse celle de l'invocateur, la stabilité diminue et des effets supplémentaires sont appliqués alors que Timur ouvre les yeux et s'éveille, le système annonce une nécromancie mineure, une invocation de revenant réussie, invoquer un revenant légendaire. Le niveau du cadavre terminé est élevé. Bonus d'état ajouté. Le niveau du cadavre complet est extrêmement élevé. Il est devenu un combattant revenant. Le niveau du cadavre est transcendant. Il a récupéré une partie de son ancien ego. Revenant, combattant, légendaire nommé Timur, un mort-vivant de niveau 5 avec un mana 891 avec des traits nommés égaux. Sa maîtrise est le point et le mode berserker. Le hurlement puissant de Timur résonne avec une telle intensité qu'Andreas manque de succomber. Mais il parvient à lancer une magie d'insonorisation pour protéger les environs du bruit assourdissant. Alors que Timur s'incline devant lui, Andreas se proclame lui-même comme le nouveau maître de Timur. Dans les majestueuses et hivernales montagnes de Bilbao, qui relèvent du domaine du Marquis Mania, un groupe d'étudiants peut être observé affrontant le temps glacial au sommet des pics glacés. Le professeur leur annonce qu'il va maintenant procéder à l'explication des détails de leur examen de fin de trimestre. Il révèle que les thèmes généraux de cet examen sont la survie et la collecte de points. Chaque étudiant doit passer 72 heures éreintantes sur cette montagne ardue, tout en cherchant sans relâche des points cachés disséminés dans toute cette vaste étendue de neige. L'ami de Dienne, Julik lui tape amicalement l'épaule et exprime sa conviction inébranlable que Dienne surpassera tout le monde. Une fois de plus, le professeur informe les étudiants que leurs bracelets servent de marque de distinction et contribuent également à leur note globale. Par conséquent, l'idée de s'emparer du bracelet de quelqu'un d'autre pour renforcer ses propres chances devient une perspective séduisante. Cependant, le professeur met en garde les étudiants contre tout événement malheureux, tel que l'évacuation, l'incapacité à poursuivre l'évaluation ou les dommages à leurs bracelets. Ceux-ci entraîneront une disqualification immédiate. Cette déclaration envoie des ondes de choc à travers les étudiants, les laissant momentanément stupéfaits. Le professeur conclut son explication, instruisant les étudiants de couvrir leurs yeux avec des bandeaux et les informe que le superviseur les guidera vers le point de départ. La scène passe au mont Bilbao, à la falaise escarpée où Andreas peut être vu escalader ces hauteurs formidables, 46 heures après le début du test. Une fois au sommet, Andreas remarque un terrain plat qui pourrait potentiellement servir de lieu stratégique à la fois pour les manœuvres offensives et défensives. Envisageant cette possibilité, il envisage d'établir une nouvelle base là-bas. Soudain, Andreas est captivé par la vue de Dienne. Elle semble complètement épuisée. Il l'observe attentivement tout en s'approchant et déduit qu'elle utilise une magie de recherche à grande échelle, en plus de maintenir une barrière protectrice simultanément. Cette réalisation exceptionnelle lui offre une protection contre les assauts violents de la tempête de neige, tout en lui permettant de se frayer un chemin avec adresse à travers un terrain périlleux. Néanmoins, il est conscient que cet exploit impose incontestablement une lourde dépense à ses réserves de mana.
Diane cesse brusquement son sort, sa respiration venant en respiration saccadée avant de finalement s'effondrer sur le sol. Une pensée traverse l'esprit d'Andreas, s'emparer du bracelet de Diane à ce moment opportun pourrait éliminer un concurrent redoutable. Pourtant, il réfléchit également aux avantages potentiels de s'associer à elle, envisageant une voie sans complication vers l'obtention de la note la plus élevée. Pendant que Diane reprend ses esprits, elle prend conscience de l'approche de quelqu'un, elle active un sort défensif, demandant l'identité de l'intrus et exigeant qu'il cesse de bouger. Andreas s'approche, révélant ses véritables intentions en affirmant qu'il semble qu'elle ait épuisé ses ressources magiques. Andreas lui dit que la magie est utile, mais si elle l'utilise de manière imprudente dans un environnement comme celui-ci, elle se mettra dans le pétrin. Il le dit d'un ton protecteur mais légèrement sceptique. Diane demande si Andreas ne s'intéresse qu'à acquérir son cerveau, tout en prétendant lui offrir des conseils. Alors qu'elle se préparait à l'attaquer, sa magie a inexplicablement cessé de fonctionner, la laissant stupéfaite. Andreas s'est approché avec prudence, la faisant reculer, insistant pour qu'il maintienne sa distance. Agacée, Andreas a réfléchi si elle avait une forte antipathie pour lui. Interrogeant ses intentions, elle a demandé pourquoi elle devrait s'associer à lui. Andreas a tendu la main, exprimant sa solitude et sa vulnérabilité, la persuadant qu'avoir un partenaire serait un avantage. Diane incertain a réfléchi si les affirmations d'Andreas étaient vraies, mais elle ne pouvait pas lui faire confiance en raison de son identité. Elle s'est demandé si ses motivations étaient ancrées dans la fierté, la réputation, le profit ou le gain personnel. Andreas a ensuite sorti un objet de son sac, un morceau de chocolat, qui l'a attiré, la faisant baver et suscitant un sourire de sa part. Il a proposé qu'ils travaillent ensemble, ce à quoi elle a répondu de ne pas se méprendre sur ses. Andreas l'a interrompu en lui demandant si elle ne le voulait pas. Quelque part dans la tempête, un étudiant saignant était tenu par une grande main. Celui qui saisit l'étudiant a demandé à un gobelin s'il s'agissait de la mauvaise personne. Le gobelin a montré une photo confirmant qu'il ne s'agissait pas de la cible et a appelé la personne à la grande main, un imbécile. La figure semblable à un orc a reconnu sa mauvaise vue, plusieurs étudiants ont trouvé la mort par son erreur. Le gobelin a mentionné qu'il recherchait quelqu'un aux cheveux verts et a déploré devoir faire face à un travail aussi minable par ce mauvais temps. L'orc a expliqué qu'ils étaient payés et n'avaient d'autre choix que de le transporter. Soudain, une orbite répugnante est apparue dans les airs, réprimandant les deux pour avoir perdu du temps et les exhortant à trouver le garçon aux cheveux verts. Surpris, le gobelin s'est tourné vers l'orbe et a admis se sentir pris au dépourvu. Un homme à capuche communiquait à travers l'orbe, déplorant sa réticence à les employer, les qualifiant d'idiots. L'orc a mentionné avoir effectué certaines recherches sur la cible désignée et a demandé pourquoi ils avaient été envoyés pour s'occuper d'un simple étudiant, surtout que l'employeur, l'homme à capuche, lui-même venait. Impassible, l'homme encapuchonné a ordonné aux deux individus de se concentrer sur leur mission, obéissant aux directives du maître Gester pour éliminer la cible. Alors qu'il s'éclipsait, le gobelin a qualifié l'homme à capuche de « merde » et a exprimé sa mauvaise humeur. Il proposa une pause avant de poursuivre, mais l'orque déclina, insistant sur la nécessité de continuer à suivre l'odeur humaine. Il suspectait qu'elle provenait soit des étudiants, soit de leur véritable objectif. Convaincu que s'en prendre aux étudiants les mènerait à leur cible, il les percevait également comme des adversaires futurs, justifiant ainsi l'élimination d'un grand nombre d'entre eux. Le gobelin a ri et a accepté la stratégie de l'orque. L'homme à capuche les a rejetés comme des imbéciles et les a encouragés à attirer l'attention sur eux. Pendant ce temps, il travaillait sur un grand cercle magique et prévoyait de planter une formation de bombes sur la montagne, se rapprochant de plus en plus de l'enterrement de la cible du maître Gester. Andreas et Diane ont réussi à collecter 6 points auprès d'autres étudiants. En observant deux individus suspendus à l'envers, Andreas se tourna vers Diane et remarqua que compte tenu des circonstances, le couple suspendu devait faire partie de l'élite. En progressant, Diane se demanda en silence d'où Andreas tire ses nouvelles compétences en pistage et en capture, elle était curieuse de savoir où il a pu les acquérir. De plus, l'agilité d'Andreas sur ce sentier montagneux accidenté la surprend énormément, c'était comme s'il avait subi une transformation complète. Diane s'arrêta un instant puis interpella Andreas, attirant son attention. Elle l'interrogea sur son changement, affirmant que jusqu'à présent elle avait été assez déplaisante intérieurement à son égard. Andreas reconnaît sa franchise et répond en lui avouant qu'il se devait de changer ou risquer de tout perdre. Il admit ses méfaits passés et reconnaît avoir négligé sa petite sœur amie, son unique famille restante. Cette prise de conscience l'a poussé à devenir une meilleure personne. En se penchant vers Diane, il exprime ses remords pour ses mauvaises actions passées. Diane le rassura timidement et accepte ses excuses. Andreas suggère de continuer et de viser la première place, Diane accepte, et avec un regard déterminé, elle affirme qu'au final il ne peut y avoir qu'un seul gagnant et qu'elle vise à être cette victorieuse. Pendant ce temps, Ivy se cachait derrière un arbre, observant Andreas et Diane. Elle réfléchit à la transformation d'Andreas par rapport à sa nature détestable précédente et se demande comment quelqu'un qui vivait de manière imprudente a pu subir un tel changement radical. Elle trouva Andreas intrigant.
Quelques instants plus tard, Andreas et Diane couraient dans ce froid extrême. Diane questionnait sur combien de temps il faudrait pour arriver à leur destination. Andreas estime qu'il faudrait environ 3 minutes. Intérieurement, Andreas réfléchit aux règles de la compétition impliquant la collecte de points, soit en confisquant des bracelets ou en capturant des objets marqués. Soudainement, sa réflexion fut interrompue par un bruit sourd devant eux. Il a donc prévenu Diane d'une attaque ennemie imminente. Instantanément, un orque rouge s'est jeté sur eux, mais ils sont parvenus à esquiver l'attaque. Le gobelin avait un sourire jusqu'aux oreilles, satisfait de leur prise improbable. Pendant ce temps, l'orque était déçu d'avoir manqué ses proies. Au même moment, Diane, qui s'était éloignée d'Andreas lors de l'attaque, revient vers lui rapidement. Elle prend de ses nouvelles et ce dernier l'assure que tout va bien pour lui. En examinant les étudiants blessés au sol, Andreas commente le caractère défavorable de leur situation. Diane cherche des éclaircissements sur les événements, seulement pour être interrompue par le gobelin qui pointe Andreas, en demandant à l'orque nommé Mentos de se réjouir car ils sont tombés sur le jackpot. Diane et Andreas étaient choqués face à cette déclaration. En le comparant à l'avis de recherche entre ses mains, le gobelin en déduit qu'ils l'ont enfin trouvé. Diane regarde Andreas tandis que le gobelin ricane, trouvant la situation amusante. Andreas demande s'ils le connaissent, Mentos lui dit qu'il n'est pas un étranger pour eux, ils sont venus ici pour le rencontrer. Alors le gobelin propose de le tuer et de partir rapidement. Andreas réplique en leur proposant un deal, demandant qu'ils relâchent les autres et épargnent Diane, et il les suivra sans résistance. Diane, stupéfaite par cette déclaration, remet en question la santé mentale d'Andreas, suggérant qu'ils doivent combattre ensemble, mais Andreas, conscient des étudiants qui sont dans un sale état, exhorte Diane à s'occuper d'eux jusqu'à ce que la surveillance arrive. Malgré ses efforts pour le dissuader de les suivre, Andreas reste résolu, confiant en ses chances. Pendant ce temps, le gobelin se moque de la certitude d'Andreas, se demandant s'il était stupide. Alors que le gobelin et l'orque s'éloignent avec Andreas, le gobelin convient qu'il ne pouvait pas rêver mieux comme situation. Pendant ce temps, Diane était restée derrière, inquiète pour son ami d'enfance. À leur arrivée dans une zone lointaine, le gobelin suggère que l'emplacement actuel suffit, tandis que l'orque affirme avec confiance que le bruit de la tempête n'attirera aucune attention. En observant Andreas, le gobelin propose l'approche directe de le décapiter et de récupérer sa tête pour l'identification. L'orque acquiesce, exhortant à mettre rapidement fin à leur association avec leur employeur. Mentos leva sa hache de manière menaçante et donna un coup puissant à Andreas qui esquiva sans difficulté. Instantanément, le gobelin se jeta sur Andreas, essayant de le découper, mais Andreas semblait prédire tous ses mouvements, il les trouvait très lents. Soudain, Mentos qui était en retrait se lança sur Andreas, avec sa hache en main, mais un impact retentissant prit de surprise les deux assaillants, se demandant ce qui se passait. La hache de l'orque a été coupée par l'épée qu'Andreas avait dégainée. L'orque, d'un air surpris, demanda à Andreas s'il était bel et bien un sorcier. Andreas, en rangeant sa lame dans son fourreau, s'adressa à eux en utilisant leurs noms, Mentos et Glo. Il les exhorta à abandonner l'idée préconçue que les sorciers sont incompétents avec des épées. Curieux, Glo demanda comment Andreas connaissait leurs noms. Andreas conditionna sa révélation au fait d'apprendre quel individu de la congrégation les avait envoyés. Il préparait son sort d'invocation. Glo et Mentos étaient consternés par cette déclaration d'Andreas. Au même moment, Andreas invoqua ses deux plus puissants guerriers morts-vivants. Il affirma que même s'ils sont réticents, ils finiront par le lui révéler. Mentos et Glo reconnurent leur erreur de jugement tandis qu'ils se décidaient de passer aux choses sérieuses. Andreas, porté par l'adrénaline, remit son épée à Nickel en lui demandant de patienter un instant. Andreas commença à se rapprocher des deux assaillants et ordonne à Nickel de découper quiconque essaiera de s'enfuir. En entendant cela, Glo qualifia Andreas de « petit effronté ». Mentos chargea Andreas, déclarant que le combat ne faisait que commencer. Andreas puisa dans ses compétences de militaire de sa vie antérieure en tant que Makoto Kaneshiro, pour contrer l'attaque avec une précision rapide. Puis Andreas déploya un coup de pied en riposte, contrecarrant l'avance de Mentos. Au même moment, Glo, profitant de la situation, se jeta sur Andreas dans son angle mort pour le poignarder, mais ce dernier le désarma habilement d'une prise experte. Il se saisit de la dague et essaya de trancher le gobelin, qui esquiva d'un cheveu près. Enfin, s'il en a sous sa capuche. Andreas lança une série de frappes qui repoussaient Glo en arrière. En arrière-plan de l'échange de coups entre Andreas et Glo, Mentos était dépassé par les compétences de corps à corps de ce foutu magicien. Andreas visualisa une faille dans la défense de son adversaire et d'une frappe chirurgicale, il lacéra Glo à son bras droit, puis il enchaîna avec de multiples frappes comme un samouraï des temps immémoriaux. Glo a été projeté des mètres au loin par un coup de pied d'Andreas. Andreas faisait face à la faiblesse de ses adversaires, et en lançant un regard meurtrier à Mentos, il lui demanda avec arrogance s'il était prêt. Les deux guerriers morts-vivants étaient bouche béante face à la force de leur maître. De l'autre côté, Julik, qui avait rejoint Diane, prenait soin des blessés. Diane lui fit mention de son envie de rejoindre Andreas, mais Julik, reconnaissant les compétences de Diane et sa position estimée à l'académie, suggéra que des efforts collaboratifs pourraient aboutir à des meilleurs résultats. Ce qui fit rappeler à Diane les conseils d'Andreas, elle réalisa qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés face à de nouvelles victimes.
Son ami s'engagea à la suivre dès que possible, l'exhortant à rester caché des regards malveillants. Diane acquiesça résolument. Alors que l'orque gisait inconscient au sol, Andreas le poussa à divulguer des informations concernant leur employeur et de leur objectif. Cependant, l'orque défia Andreas de mettre fin à sa vie rapidement. Après une courte pause, Andreas se tourna et demanda à Nickel de lui remettre son épée. Andreas attrapa habilement l'épée et informa l'orque qu'il réaliserait son désir. Adoptant une expression sévère, Andreas suggéra des méthodes alternatives pour obtenir des informations, minimisant les pertes de temps. Soudain, le gobelin intervint, déclarant bruyamment que Jester Reban les avait envoyés. Mentos tenta de contenir les révélations de Glo, mais malgré cela, Glo, qui était tailladé, confronta Mentos, rejetant toute sa frustration envers ceux qui les traitent comme des animaux. Fixant Andreas du regard, Glo révéla un autre détail crucial: Jester avait envoyé plus de personnes que le duo. Intérieurement, Andreas conclut que la congrégation devait être impliquée. Bien qu'il n'ait pas anticipé le rôle de Jester, il se souvenait de l'avertissement de Salem. Andreas nota que la défiance de Jester impliquait une confiance solide en la disparition de toute preuve pouvant mener à lui. Il semblait évident que les exactions causées par Glo et Mentos avaient un but. Andreas demanda à Glo où se trouvaient les autres. Glo, avec un sourire et un regard pernicieux, admit son incertitude, mais souligna leur réticence à faire de l'Académie Rodelan leur ennemi direct. Il spécula que ceux qui cherchaient à tuer Andreas pourraient orchestrer un glissement de terrain. En entendant cela, Andreas déduisit que Jester cherchait à camoufler son plan d'assassinat en accident. Il supposa que ce plan visait à le protéger de la poursuite de Salem et de l'Académie Rodelan. Regardant Mentos, Glo suggéra qu'il quitte les lieux rapidement, de peur d'être empêtré dans cette affaire. D'un ton menaçant, Andreas leur demanda s'ils pensent vraiment s'en sortir aussi facilement, après avoir tué autant d'étudiants. Il n'a jamais pensé à les laisser partir. Après un moment, au milieu des tempêtes de neige féroce, Diane avançait avec une détermination inébranlable, déterminée à retrouver Andreas. Soudainement, elle a été choquée par quelque chose. Elle avait mis ses pieds dans un piège magique qui s'activa instantanément. Elle reçut une pluie d'attaques magiques. Heureusement, sa barrière protectrice résistait à l'assaut. Sortant de leur cachette, des mages noirs énigmatiques attirèrent l'attention de Diane. Intriguée par leur dissemblance avec l'orque et le gobelin, Diane questionna leur identité. Une figure encapuchonnée au regard criminel sourit de manière sinistre, se moquant de l'entrée de Diane dans leur site rituel. L'observant de plus près, il discerna son caractère exceptionnel. Elle n'était clairement pas une jeune fille fragile. Confrontée à leurs attaques soudaines et à leurs réponses évasives, Diane chargea de l'énergie dans sa main, les avertissant des conséquences potentielles si elle devait recourir à la force létale. Une énorme vague d'énergie l'enveloppa alors qu'elle la dirigeait vers les mages noirs. Surpris, la figure encapuchonnée observa la maîtrise de Diane du double enchantement, notant que sa fusion de la magie de tempête de neige et de glace était exceptionnelle. Poussée par la fureur, Diane lança sans relâche ses attaques, les exhortant à disparaître. Elle les liquidait un à un tandis que la figure encapuchonnée demandait à ses stupides subordonnés de les esquiver. Diane arrêta son assaut, reprenant son souffle tandis que la figure encapuchonnée reconnaît son impressionnante maîtrise du mana malgré sa jeunesse. Cependant, il considère secrètement Diane comme une simple enfant. Il se saisit de l'œil flottant et le plaça sur son front. Il demande à Diane de profiter de sa toute-puissance. Diane était choquée de voir l'homme utiliser de la magie noire. L'œil commença à briller d'un rouge rubis, libérant des appendices semblables à des tentacules qui commença à emprisonner l'homme encapuchonné dans une effusion de terreur. Au même moment, Ivy ressentit une présence terrifiante. Cette présence provenait de la montagne. Diane se défendait tant bien que mal contre les tentacules. Réalisant que son mana s'épuisait rapidement, d'autres mages noirs ont rejoint l'assaut, la contraignant à se défendre sur un double front. Elle reçut l'attaque combinée des mages lâches et se retrouva projetée violemment. L'homme aux tentacules se marrait, déclarant que c'est une disparité d'expérience de combat qui causera son échec. Diane rétorqua que sa soi-disant expérience se résume à peu de choses. Il a tout simplement pris une grosse tête tentaculaire. En entendant cet affront, la colère de l'homme aux tentacules montait tellement, au point où Diane ne pouvait que s'en satisfaire, profitant de cela pour préparer un sort. Cependant, ses paroles s'arrêtèrent lorsque l'homme aux tentacules annonça la fin du jeu, et l'attaqua avec ses tentacules. Mais juste au moment où les tentacules s'approchaient de Diane, une rafale de coups se fit entendre, découpant les tentacules en morceaux. Sous le choc, Diane demanda l'identité de son sauveur, et il répondit qu'il était un mercenaire engagé par l'Académie Rodelan, tout en lui proposant de prendre la relève. Cependant, Diane doute de sa capacité à gérer la situation seule, même en tant que mercenaire. Andreas, déguisé en mercenaire, maintient la ruse affirmant que l'homme aux tentacules vise à déclencher un glissement de terrain dans la région. Il exhorta Diane à fuir. Alors l'homme aux tentacules questionna sur l'identité du mercenaire et sa connaissance de leur plan. Andreas rétorque qu'il ne divulguera pas de telles informations à quelqu'un voué à mourir. En réponse, l'homme aux tentacules lança son attaque en le traitant d'insolent. Cependant, Andreas évite facilement les coups avec facilité. Pendant ce temps, les mages noirs et l'homme aux tentacules se préparaient à joindre leurs forces pour lancer une attaque surpuissante.
Cette attaque simultanée a été contrée par la défense inébranlable d'Andreas, qui disparaît momentanément déroutant ses assaillants, il réapparut pour les découper en morceaux. Diane, observant la bataille, était émerveillé par la vitesse du mercenaire masqué. Soudainement, le troisième œil de l'homme aux tentacules émet une lumière rouge menaçante, poussant Diane à avertir Andreas. Cependant, une énorme explosion éclate à l'endroit où se tenait Andreas. Alors que la poussière se dissipe, les sorciers sinistres et Diane restèrent stupéfaits face à ce qui se passait. Andreas empalait le cou de l'homme aux tentacules, qui se mit à cracher du sang. Étant donné qu'Andreas avait tué l'hôte, il était surpris de constater que l'œil restait animé. Soudainement, l'entité monstrueuse lança une attaque sur Andreas, qui parvient à la parer au dernier moment, bien qu'il soit légèrement repoussé par sa force. Diane s'enquiert de l'état de santé d'Andreas, mais il lui demande de garder ses distances. Intérieurement, Andreas se demande pourquoi ce parasite est encore en vie malgré la mort de l'hôte, il se demande si la créature a pris le contrôle du corps. Alors que la créature émet un rugissement menaçant, elle grandit en taille tout en assimilant la forme de l'hôte. Ses tentacules fouettent Andreas, qui les évite habilement, tout en protégeant Diane. Le carnage de cette créature était tel que ses alliés étaient des victimes collatérales. Positionné en sécurité derrière un rocher, Andreas ordonne à Diane de se retirer alors qu'il se prépare à créer une ouverture. Avec précision, Andreas contre l'assaut du monstre, tranchant ses tentacules. Diane, utilisant ses capacités, reconnaît que l'homme qui l'a sauvée reste un inconnu pour elle, mais elle est déterminée à ne pas l'abandonner, elle se résout de l'aider de toutes les manières possibles, puis elle créa une fine et tranchante énergie bleue dans sa paume, se concentrant sur la précision et la condensation. Avec diligence, elle réussit à créer son sort. Pendant ce temps, Andreas contemple à quel point il serait plus facile de surmonter le monstre s'il pouvait invoquer Nickel ou Timur. Son attention fut attirée par Diane, qu'il perçoit comme déterminée, se demandant ce qu'elle préparait. Andreas réalisa qu'elle voulait l'aider avec un sort dévastateur, et décida de laisser une ouverture. Saisissant le moment opportun, Diane lança l'énergie tranchante vers le monstre, infligeant des dégâts significatifs et révélant son noyau de mana. Andreas réalise que détruire ce noyau mettrait fin à la bataille. Cependant, le monstre répliqua rapidement, mais Andreas para l'attaque. Il reconnut le danger de l'impulsivité de cette créature. Soudainement, les tentacules se dirigèrent vers les mages noirs à proximité et les empalèrent comme des vulgaires pantins. Diane se demanda pourquoi le monstre attaque ses propres alliés, envisageant qu'il absorbait leur mana. Leur supposition s'avère correcte alors que les mages drainés amplifient la taille et la puissance du monstre. Observant ce développement désastreux, Andreas remarqua la gravité de la situation, mais il ressent une vague d'énergie l'envelopper, un bouclier formé par la magie de glace. Ses capacités de combat ont été améliorées avec des augmentations comme la netteté et l'agilité. Il semblait que Diane avait mis ses dernières ressources sur l'individu masqué, afin qu'il puisse vaincre cette créature. En un instant, Andreas s'élança en avant, ressentant une légèreté sans précédent dans ses mouvements. Au moment où il allait porter un coup à la créature, il s'arrêta instinctivement, fixant la bête qui préparait une attaque. Cette dernière déclencha une explosion de lumière suivie d'une rafale d'attaques. Andreas défendit habilement face à l'assaut, mais une autre attaque colossale surprit Andreas par le haut, mais il l'évita en se propulsant vers la créature. Andreas trancha le monstre, en ayant pour but de toucher son noyau, mais la créature se régénérait déjà. Brusquement, la gigantesque créature fut coupée en deux, laissant Andreas stupéfait. La personne responsable de cet exploit appela l'inconnu masqué, lui demandant son identité. Étonnamment, la personne n'est autre que l'impressionnante Ivy. Andreas se trouva dans une situation désespérée, comme si le destin avait dû le faire croiser le chemin d'Ivy parmi toutes les rencontres possibles. Il regardait Ivy en silence, mais elle lui lança rapidement un ultimatum sévère, le menaçant de le démasquer s'il ne répondait pas rapidement. Mais leur attention fut brusquement attirée par un bruit particulier, et quand cela s'est apaisé, Andreas révèle que les mages noirs ont planté un cercle magique explosif complexe sur la montagne. Il souligna qu'à moins qu'ils n'agissent rapidement pour démanteler le cercle magique, la sécurité des étudiants sera en danger. Ivy, quelque peu sceptique, lui demanda de cesser de bluffer. Soudain, un autre bruit capta l'attention d'Ivy, ce qui poussa Andreas à révéler que l'explosion imminente est sur le point de se produire. Sans hésiter, Andreas s'éloigna laissant Ivy gérer la situation. Cette dernière étant prise de court, réagit avec choc et lui lança des menaces, jurant de le traquer. Tandis que la menace explosive se profilait, elle laissa paraître sa frustration, puis bondit vers la source de lumière imminente. Avec le départ d'Ivy, Andreas retira son masque et soupira de soulagement, reconnaissant à quel point il a évité de justesse de se faire cramer. Caché derrière un arbre, il contemple que si c'est Ivy, elle est plus que capable de gérer cela. Dans le détroit de Tenra, près d'un château antique, les corps sans vie d'une sirène et d'un oiseau reposèrent dans un cercle magique fait de sang entouré de bougies vacillantes. Gester, utilisant ses pouvoirs obscurs d'un rouge sanguinaire, tenait les cœurs de ces créatures. Il interrompit son rituel, laissant échapper un soupir, il fit remarquer à une présence que c'est son sanctuaire privé.
il sembla s'adresser à Salem, qui était assis de manière menaçante près d'une fenêtre ouverte alors que l'orage se faisait entendre. Gester mentionne de manière ludique que les bonnes manières impliquent une annonce préalable lors d'une visite. Salem sourit et rétorque que Gester est celui qui manque de manières, l'accusant de le sous-estimer et d'avoir fait une farce. Gester, gardant son calme, prétendit ignorer les accusations de Salem. Salem activa ses pouvoirs ardents, fixant d'un regard sinistre Gester, en lui demandant s'il est fatigué de son existence immortelle, faisant allusion à la perspective d'une crémation. Pendant ce temps, Gester préparait sa garde et lui demanda ce qu'il voulait. Après un moment de pause, Salem en vient au fait et demande à Gester ce qu'il désire réellement. Il cessa ses pouvoirs et attrapa une bouteille de whisky sur l'étagère. Il suggéra que Gester aurait pu éviter les ennuis en admettant simplement sa responsabilité, en blâmant le chaos sur une catastrophe naturelle. Salem propose un marché. Il demanda à Gester de lui prêter la page de la paresse pour une semaine, en échange de quoi il le laissera tranquille cette fois-ci. De retour à l'académie, Andreas se promenait tout en tenant sa tablette. Il était absorbé par un article rapportant que le mage noir Kidwell a été vaincu par la professeure adjointe Ivy Claire. L'article couvre l'enquête du bureau d'investigation de l'Empire sur le terrorisme visant les étudiants de l'académie et mentionne le témoignage de la fille de la maison Alvan qui a été sauvée par un individu inconnu sur les lieux. Andreas rangea discrètement sa tablette dans son sac, ignorant qu'Ivy l'observait discrètement depuis un coin. Intérieurement, Andreas note qu'avec la suspension de Tolman, Batch supervise maintenant personnellement l'enquête. Il anticipa une période de trouble et décida qu'il était sage de rester discret pour le moment. Soudainement, Ivy s'approcha de lui, en commentant qu'elle a remarqué l'intérêt qu'Andreas portait à l'entraînement de la faculté des chevaliers. Habillée de manière sexy, elle se demanda pourquoi elle doit faire l'effort de trouver un mage ici, puis elle invita Andreas à se déplacer, le qualifiant de mage puceau. En marchant en silence à travers le terrain d'entraînement, Andreas ne put s'empêcher de se demander si Ivy avait découvert son secret. Ivy, brisant le silence, lui demande s'il sait pourquoi elle l'a amené ici. Andreas hésite un moment avant d'admettre qu'il a une vague idée de ses intentions. Intriguée, Ivy remarqua qu'Andreas est étonnamment franc, bien qu'elle trouvait intérieurement son honnêteté plutôt désarmante. Andreas l'informe respectueusement qu'il n'est pas prêt à entrer en relation avec une personne du sexe opposé en ce moment. Ivy en colère, menace de le tuer et exige des réponses sur le duo de demi-humains responsable des morts d'étudiants. Elle demande à Andreas ce qu'il est advenu d'eux. Andreas répond qu'il ne sait pas, réitérant l'histoire qu'il a racontée au bureau d'investigation, disant qu'il s'est échappé quand ils étaient distraits. Intérieurement, il est soulagé que Diane n'ait pas mentionné que ces derniers le poursuivaient. Ivy rejeta son récit, les considérant comme des balivernes et demanda s'il s'attendait vraiment à ce qu'elle y croie. Sans se décourager, Andreas s'avança et confirma la véracité de sa déclaration. Il fit mention de la quitter sur ses dires. Mais de manière inattendue, Ivy attaqua Andreas avec un coup d'épée, mais ce dernier est parvenu à l'éviter de justesse. Elle enchaîna avec un autre coup, qu'Andreas a bloqué avec sa propre épée, les faisant tous deux glisser en arrière. Avec un sourire, Ivy commenta qu'il était étonnant qu'un mage maigre comme Andreas puisse bloquer son coup, elle, une professeure adjointe de la faculté des chevaliers. Andreas examina son épée et remarqua de légers dommages causés par le blocage. Ivy devint de plus en plus méfiante envers Andreas, insinuant qu'il pourrait être l'un des mages noirs qui leur est inconnu. Viviane écoutait derrière un mur, envisageant la possibilité qu'Andreas soit un mage noir. Ivy, pointant son épée vers Andreas, affirma qu'il est logique de le suspecter, étant donné son comportement suspect dans les affaires liées au mage noir. Elle se souvient que dans le cas de Boric, Andreas a même éliminé le mage qui l'avait piégé. Intérieurement, Ivy se demanda comment la voix de l'homme masqué diffère de celle d'Andreas. Bien que leur type de corps corresponde, elle se demanda comment Andreas a réussi à s'en sortir. Andreas conclut qu'Ivy restait non convaincue par son explication, ce qu'elle confirma. Ivy décida d'ajouter une question de plus, notant que Viviane a changé depuis l'examen de Miss Mestre. Elle demanda à Andreas ce qu'il lui a fait. Viviane, étonnée par la question d'Ivy, écoutait attentivement. Andreas fit une pause brièvement avant d'expliquer que tout ce qu'il a fait, c'est de la sauver. Ivy était confuse et insista pour obtenir plus de détails, et Andreas précisa qu'il est entré dans la barrière et a sauvé Viviane, rien de plus. Le visage de Viviane s'illumina de joie en entendant cela, et elle déclara avec enthousiasme qu'elle l'a toujours su, Andreas est Monsieur Fay. Cependant, Ivy éclate de frustration, disant à Andreas d'arrêter avec ses absurdités. Elle pointa son épée vers Andreas et demanda comment un soi-disant déchet comme lui peut entrer et sortir librement d'une barrière de mage noir. Leur attention se tourne vers Viviane, qui affirmait que la déclaration d'Andreas était exacte. En effet, il lui a sauvé la vie ce jour-là. Ivy, momentanément déconcertée, retira son épée et déclara qu'elle gardera un œil attentif sur Andreas à partir de maintenant. Après le départ d'Ivy, Andreas exprima sa gratitude à Viviane pour son soutien. Elle le rassura en lui disant de ne pas s'en inquiéter et l'appela affectueusement « Monsieur Fay ». Avec un visage adorablement mignon, Viviane se réjouit intérieurement de la confirmation qu'Andreas est bien son Monsieur Fay. Plus tard dans le manoir familial Cromwell, Amy était plongée dans ses papiers.
Soudainement, sa domestique l'appela pour lui annoncer qu'ils ont terminé de nettoyer le manoir. Amy exprima sa gratitude et reconnut la difficulté de ranger un endroit qui avait été abandonné depuis si longtemps. La domestique la rassura, affirmant que ce n'était pas trop difficile, mais mentionne leur hésitation à entrer dans le bureau autrefois utilisé par la famille précédente. Portant un plateau de nourriture délicieuse, la domestique suggéra qu'Amy inspecte d'abord la salle de travail. Amy accepta et se dirigea vers le bureau de son père. Devant la porte, elle se remémorait ses souvenirs d'enfance à jouer à cache-cache avec Andreas, parfois réprimandé pour s'être caché ici. Avec un sourire léger, elle ouvrit la porte, remarquant combien cela semblait être un lointain souvenir. À l'intérieur, elle était confrontée à un désordre chaotique, mais elle l'ignora, l'attribuant à l'absence de quelqu'un pour l'entretenir. Soudainement, elle aperçut quelque chose au sol, le ramassa et tomba dans un silence contemplatif. Au même moment dans un train, Andreas interrogeait Salem sur l'indiscrétion de leur lieu de rencontre. Salem répondit de manière désinvolte avec un « quoi ». Andreas exprima son inquiétude à propos du plus grand mage noir du continent apparaissant dans un lieu aussi public, ce qui poussa Salem à appeler Andreas un « gamin » de manière ludique et avec une colère gentille. Salem signala qu'il lui donne une leçon en personne et lui ne fait que se plaindre. Salem nota que c'est à cause de cette faiblesse qu'Andreas est pourchassé. Salem lui fit un clin d'œil joyeux, suggérant qu'il devrait commencer. Intérieurement, Andreas réfléchit au fait que Salem ne prêtait pas attention à ses préoccupations. Salem demanda ensuite à Andreas s'il savait que l'aura dans son dentian et le mana dans son cœur sont essentiellement les mêmes. Andreas confirma cela. Salem poursuit en expliquant que théoriquement, Andreas pourrait convertir les deux et les mettre en pratique même sans un noyau double. Après d'autres explications, Salem introduisit sa méthode nommée « transfert » à Andreas. 10 minutes plus tard, Andreas utilisa avec succès la technique que Salem lui a enseignée. Il était émerveillé par sa vitesse de conversion du mana du cœur en aura. Il reconnut silencieusement son extraordinaire création. Puis, Salem se leva, notant qu'Andreas semble avoir compris la technique et lui conseilla de continuer à pratiquer. Alors que Salem se préparait à sortir du train par la fenêtre, Andreas lui demanda de manière urgente d'attendre et insista pour obtenir des informations sur son père et la maison Cromwell. Salem révèle succinctement que Kane, son père, était l'apprenti de Morn. Andreas était choqué par cette révélation. Salem réitéra son conseil précédent de rechercher les détails par lui-même, rejetant cela comme une corvée de tout lui expliquer. Salem saute ensuite par la fenêtre du train, laissant Andreas perplexe face aux paroles cryptiques de son maître. Intérieurement, Andreas contemple le fait qu'il n'avait jamais réalisé que Kane Cromwell était un mage noir, ni quand il jouait au jeu ni depuis son arrivée dans ce monde. Il reconnaît que c'est une bonne chose qu'il soit en route pour la maison car il pourrait y avoir plus clair. Arrivé au manoir Cromwell, Amy s'enquiert des pensées d'Andreas sur le travail de nettoyage impressionnant de la domestique Lupine. Andreas, surpris, demande si ce n'est pas la salle de travail de leur père. Amy confirma que c'était le cas, mais qu'elle était dans un tel désordre qu'elle l'a meublée avec de nouveaux meubles. Andreas exprima sa gratitude et suggéra que cela pourrait servir de bureau. Amy touche un portrait de famille, assurant Andreas qu'elle a laissé tous les objets importants intacts. Elle fit un clin d'œil enjoué en révélant la photo de famille de leur enfance. Alors qu'il contemplait le portrait, Andreas remarqua le flot de souvenirs qu'il évoquait, son sourire reflétant la nostalgie qu'il ressentait. Pourtant, au fond de lui, il sentait que ses émotions sont en quelque sorte détachées, comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Soudainement, alors qu'Andreas touchait le portrait, il mit à émettre une lumière, surprenant Andreas et Amy. Andreas vérifia instinctivement derrière lui où une bibliothèque secrète commença à s'ouvrir. Amy s'interroge sur cette occurrence mystérieuse. Intérieurement, Andreas réalise que son toucher a dû activer un cercle de mages caché dans le cadre de la photo, dévoilant une entrée dissimulée. Andreas se demanda si le cercle de mages caché ne s'active que lorsque lui et Amy touchent le cadre de la photo, ce qui le laisse intrigué par ce nouveau mystère. Il contempla que ce qui se trouvait au-delà pourrait être l'héritage de Kane, ou plus probablement, son testament. Avec détermination, Andreas décida de s'aventurer à l'intérieur en premier, convaincu que quelque chose d'extraordinaire l'attendait. Il demanda à Amy de rester dehors, mais elle insistait pour le rejoindre. Malgré ses tentatives de le persuader, Andreas lui ordonna fermement de partir, et elle se conforma, lui rappelant d'être prudent. Alors qu'Andreas descendait les escaliers, il s'arrêta brusquement, sentant la présence d'un objet de magie noire, rappelant la sensation qu'il avait ressentie avec les pages de la paresse. Continuant à descendre, il entra dans une salle éclairée par des torches et a été frappé par la vue d'un arbre étrange devant lui. Au cœur de cette chambre clandestine, un spécimen arboréal exquis se tenait encadré dans un halo cramoisi, ce qui créait une ambiance enchanteresse. Les pétales veloutés, élégamment éparpillés sur le sol de la chambre, rentraient en conflit avec le cynisme de l'arbre, laissant penser à un conflit entre le yin et le yang. Intérieurement, Andreas s'émerveillait face à cette vue. Cependant, alors qu'il se tenait devant l'arbre mystérieux, une notification du système apparut, affichant le message « Codex Apocalypse chapitre 0, le péché originel le plus pur attend de porter ses fruits ».
Cela laissa Andreas complètement perplexe, le poussant à se demander si c'était la partie centrale du codex. Son choc s'approfondit alors qu'il contemplait la présence de quelque chose qu'il n'avait jamais rencontré, même en jouant au jeu. Il remarqua un objet attaché à l'arbre et devint curieux. En le récupérant, il découvrit qu'il s'agissait d'une lettre attachée à l'arbre du péché originel, ce qui le poussa à se demander si elle avait été laissée là par Cain. En ouvrant la lettre, une lumière brillante l'entoura soudainement par derrière, le transportant dans un espace blanc. Alors que la lettre commença à s'estomper, un individu inconnu se matérialisa soudainement derrière lui, plaçant sa main sur la tête d'Andreas. Cette rencontre inattendue évoquait une gamme d'émotions au sein d'Andreas, provoquant l'élargissement de ses yeux de surprise et d'incertitude. Andreas se retrouva soudainement plongé dans une révélation avec ses yeux ouverts de stupéfaction. Son père tenait une graine, s'inclinant devant un vieil homme. La graine fut soigneusement placée dans un bocal, bientôt en fleurs et irradiant d'une aura rouge captivante. Son père le présenta fièrement. Cependant, la réaction du vieil homme était sinistre, et la scène se déplaça vers le père d'Andreas, berçant sa femme sans vie. Conscient de la malveillance du vieil homme, le père d'Andreas cacha l'arbre et lança une forme de magie protectrice sur leur portrait de famille avant de rencontrer sa fin. De retour au présent, Andreas fit une pause, réfléchissant à cette vision. Il réalisa l'inquiétante vérité. L'Empire et les mages noirs étaient de connivence, tout comme Salem l'avait averti. L'empereur avait confié Cain aux soins de Morn, où il s'était plongé dans la magie noire et avait donné naissance au péché originel. Une fois son utilité épuisée, l'empereur l'avait impitoyablement éliminé, et la tragédie qui frappa sa famille, y compris la mort de sa femme et sa mystérieuse maladie, portait toute la marque du dessein malveillant de l'empereur. En réponse, Cain avait pris sa propre revanche en cachant le péché originel dans un endroit accessible uniquement à Andreas et Amy. Soudainement, un homme se tenant derrière Andreas lui demanda s'il avait bien regardé les souvenirs de son père. Andreas se retourna pour faire face à cet individu qui ressemblait étrangement à son père, sauf pour ses yeux rouges menaçants. L'homme se corrigea, au lieu de l'appeler Andreas, il l'appela Makoto Kaneshiro. Dans ce moment tendu, Andreas dégaina son épée et exigea de connaître l'identité de l'homme. L'homme sourit, remarquant qu'il s'attendait à ce qu'Andreas le reconnaisse plus tôt, étant donné son histoire de gamer dévoué. Makoto Kaneshiro fut transporté après un appel téléphonique qu'il avait reçu autrefois, où une voix le remerciait d'avoir joué à leur jeu. Andreas ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Il pensa, ce type, ce n'est pas possible. Il demanda prudemment à l'homme s'il était le développeur du jeu responsable de sa réincarnation dans cette réalité bizarre. Avec un sourire rusé, l'homme confirma, bingo. Et il s'enquit de l'expérience d'Andreas dans le monde des péchés mortels, le décrivant comme un royaume fantastique captivant. Andreas, pointant son épée vers le développeur, exigea de savoir pourquoi il avait été amené ici. Le développeur répondit nonchalamment, affirmant qu'il voulait simplement qu'Andreas termine ce jeu. Puis le développeur expliqua qu'Andreas avait probablement été témoin des fins répétées de ce monde à travers les expériences de Louis, Lucia et Diane, toutes conduisant à une conclusion apocalyptique. Le pouvoir destructeur du péché originel avait consommé les péchés mortels et leurs porteurs, conduisant à la fin du monde. Andreas, essayant toujours de comprendre tout cela, demanda si collecter tous les péchés originels et vaincre le boss final empêcherait la fin du monde. Le développeur acquiesça et ajouta que tant que la conscience du péché originel existera, le monde rencontrerait inévitablement sa fin. Pour éviter cela, il fallait en prendre le contrôle total. Andreas était perplexe, interrogeant sur la possibilité d'avoir le contrôle total. Le développeur affirma cela et expliqua que seuls les descendants de Cain pouvaient y parvenir. Soudainement, une notification apparut devant Andreas. Le système l'informa que le péché originel immature nécessitait le sang d'un contractant et demanda à Andreas d'offrir son sang et de signer le contrat. Le développeur observa, on dirait que le péché originel a senti Andreas, rappelant l'original Andreas. Le développeur exprima des doutes sur Andreas, suggérant qu'il pourrait être un incapable. En pointant Andreas, il mentionna que seuls quelques élus pouvaient accéder à cet endroit avant que le péché originel ne mûrisse complètement, et Andreas faisait partie de ces rares élus. Andreas fit une pause, réalisant intérieurement qu'en 6 mois, une fois que le péché serait conscient, il émergerait de cette protection et chercherait son propre hôte. Il se demandait pourquoi il avait été réincarné en un personnage aussi insignifiant, mais maintenant il comprenait la raison. Avec Cain cachant le péché originel, seul lui et Amy y avaient accès. Andreas se tourna vers le développeur et demanda ce qu'il attendait de lui. La demande du développeur était simple. Il voulait qu'Andreas forme un contrat avec le péché originel et devienne son hôte, le guidant en le nourrissant et en le dressant. Andreas remarqua que c'était plus facile à dire qu'à faire, car l'échec signifierait que le péché le dévorerait aussi. Le développeur concéda qu'il n'y avait pas d'autre option. Alors que le développeur disparaissait, il transmit à Andreas que s'il réussissait, lui et le monde survivraient. Il s'excusa d'avoir impliqué Makoto Kaneshiro dans cette affaire, mais plaçait sa confiance en lui. Andreas prit un moment pour réfléchir, puis le développeur l'appela « mon fils ». Andreas leva les yeux et vit son père devant lui, exprimant sa croyance en ses capacités.
Alors que son père disparaissait, il assura Andreas qu'il pouvait le faire et lui demanda de veiller sur Amy. Andreas se retrouva alors seul, il tourna son attention vers l'arbre, retirant son gant et dégainant son épée avec détermination. Il se coupa la main, reconnaissant que ce n'était pas l'une de ces histoires typiques de réincarnation dans un autre monde. Il admit qu'il n'aimait pas l'idée de travailler sans être payé, mais comme il l'avait déjà dit, il n'avait pas d'autre choix. Face à cette absence d'option, il pressa sa main saignante contre l'arbre, pensant qu'il faisait cela depuis toujours. Une réaction soudaine se produisit, et une aura cramoisie enveloppa Andreas. Une notification apparut, indiquant « Codex Apocalypse chapitre 0 », le péché originel le plus pur a pris résidence dans le corps de l'utilisateur, le reconnaissant comme son maître. Alors qu'Andreas était immergé dans cette aura, une autre notification suivit, récupération de mana augmentée de 144%. Une troisième notification stipulait que la densité de mana augmentera au fil du temps. L'élément de mana se déplacera progressivement vers le côté obscur, tout en promettant des capacités accrues à mesure que davantage de péchés mortels seront collectés, ce qui débloquera de nouveaux pouvoirs et fonctionnalités. En réponse à cela, Andreas se dit que Kane Cromwell, le père de la seconde moitié de son âme, lui a confié le destin d'Amy et la famille Cromwell. Alors que la réaction se calmait, Andreas, avec le plus grand sérieux, assura à Kane de reposer en paix et jura de se venger toutes les tragédies qui lui sont arrivées. Dans un château lointain, un homme était incliné devant un vieil homme absorbé par le nettoyage de son épée. Il demanda si l'homme avait trouvé le péché originel. L'homme ayant la tête inclinée fut identifié comme le vicomte Lamar Welton, chef du bureau du renseignement. Lamar commença à expliquer leur enquête sur les activités de Kane avant d'être brusquement interrompu par le vieil homme, qui le réprimanda, le qualifiant d'inutile. En se tournant violemment, il remit en question sa prétention à être son chef du renseignement. Avec un regard perspicace de côté, le vieil homme suggéra qu'il était probable que Kane ait confié le péché à l'un de ses proches. Il ajouta que tôt ou tard, ils engageraient des négociations avec les personnes concernées. Lamar affirma alors son intention de mener une enquête plus minutieuse sur la famille Cromwell. Le vieil homme répondit immédiatement, remarquant que pour l'instant, seul le jeune Cromwell était impliqué et qu'il n'y avait pas d'urgence à précipiter les choses. Il accorda gracieusement à Lamar un délai supplémentaire. Lamar, toujours à genoux, exprima sa gratitude envers le vieil homme, l'appelant « Votre Majesté ». Le vieil homme conseilla à Lamar de maintenir la surveillance qu'il avait commencée, soulignant qu'il serait prudent de commencer par l'examen des péchés mortels en premier. Le vieil homme s'enquit du culte Zéphyr, convaincu qu'il cachait un péché mortel pour leur prochain rituel d'invocation démoniaque. Lamar rapporta qu'ils avaient détecté des activités suspectes et anticipaient un rassemblement important pour la cellule d'invocation de Zéphyr. Le vieil homme exprima sa satisfaction et ordonna à Lamar de rester vigilant à leur égard. Dans un souterrain obscur, une opération de trafic avait lieu, où un homme travesti portait une tenue similaire à celle d'Ivy, tandis que d'autres individus encapuchonnés transportaient des caisses. Dans les sous-sols de l'imposant Colisée, une personne discutait pour dire à une autre que le festival de cette année avait une importance immense. La personne répondit, en effet, Maître Peya. L'homme capuchonné expliqua qu'ils avaient tout organisé méticuleusement, de la quantité de gardes aux différents points d'entrée. Il ajouta qu'ils avaient également rassemblé des connaissances approfondies sur les chambres souterraines sous l'arène. Puis, il proposa ensuite qu'ils pourraient envisager de faire des sacrifices significatifs pour invoquer le Seigneur Zépar. Peya rougissant, commença à parler, assurant à l'homme que si tout se passait bien, il veillerait à lui présenter quelques dames charmantes. L'homme se révèle être Hazar, qui sourit au dire de Peya. En prenant une pose sexy, Peya demanda en plaisantant s'il préférait peut-être sa compagnie à lui. Hazar frissonna comme s'il était plongé dans de l'eau froide en plein hiver. Peya remarqua alors à quel point ces jeunes étaient remarquables, bien conscients de la valeur de la mort au sein de l'académie. Soudainement, il se rappela quelque chose et demanda à Hazar à propos du potentiel candidat dont il parlait. Il voulait savoir s'il avait réussi à la recruter. Intérieurement, Hazar comprit que Peya faisait référence à Viviane. Il expliqua qu'il avait parlé directement à Viviane, mais qu'elle ne semblait pas particulièrement intéressée, affirmant avoir trouvé son propre chemin spirituel. Peya répondit, « Eh bien, dans ce cas, c'est dommage, mais nous ne pouvons pas la forcer. » Il ajouta qu'il espérait que l'homme se débrouillerait bien sans lui, car il avait des affaires cruciales à régler et ne le rejoindrait pas. Dans les dortoirs de l'Académie Rodlan, Andreas était en train de fixer une notification du système dans sa chambre, indiquant des traits comme « Dual Core, évolution unique, pourfendeur de démons, Gear 5, nécromancie, magie élémentaire du dragon, et bien d'autres. » Intérieurement, Andreas expliqua qu'une semaine après son retour du manoir Cromwell, il s'était inquiété des problèmes potentiels que l'absorption du péché originel pourrait apporter. Heureusement, rien de ces préoccupations ne s'était produit jusqu'à présent. En ouvrant sa fenêtre, il contempla que maintenant qu'il connaissait le secret des Cromwell, il était encore plus inquiet pour sa sœur. Il se lamenta que s'il n'y avait pas ces événements imminents à l'académie, il aurait pu rester aux côtés d'Amy.
En regardant par la fenêtre de sa chambre de dortoir, Andreas mentionna que le dernier jour du festival de l'Académie, à l'arène, le culte Zépar prévoyait de réaliser une attaque terroriste. Il exprima ses préoccupations quant aux pertes potentielles de vie dues à leur tentative ridicule d'invoquer une divinité maléfique. Il se résolut de les éliminer avant qu'ils n'impliquent quelqu'un d'autre. Avec détermination, il déclara intérieurement qu'il devait protéger les personnages jouables s'il voulait terminer le jeu. Le culte peut posséder d'autres codex, donc Andreas se décida de les examiner également. Il ouvrit alors un portail, et Nickel en émergea. Andreas remarqua qu'il y avait tellement de choses à faire depuis qu'il a obtenu le péché originel. Il demanda à Nickel de reprendre leur entraînement. Cependant, quelque chose d'inattendu se produisit. Une lumière vive entoura Andreas, le laissant visiblement choqué avec les yeux écarquillés. Une notification apparut indiquant que le Codex Apocalypse chapitre 0, le péché originel le plus pur, a détecté la paresse diligente. En regardant Nickel, Andreas s'exclame « Quoi ?» Le système continue en annonçant que le Codex Apocalypse chapitre 0, le péché originel le plus pur, a été lié à la paresse diligente et génère des fonctionnalités supplémentaires et améliore les capacités de base. Toujours entouré de la lumière vive avec Nickel, Andreas murmura « La paresse ». Il réfléchit à cette étrange sensation, notant intérieurement que le péché originel semblait reconnaître Nickel comme étant la paresse. Il se demanda si c'est parce qu'il l'a porté pendant une longue période. Le système intervient alors en annonçant que le Codex Apocalypse chapitre 0, le péché originel le plus pur, a achevé sa croissance et que lui et la paresse diligente ne sont plus liés. Quelque chose commença à se produire avec Nickel, et une notification révéla des informations d'état, indiquant qu'il partageait les effets de la paresse diligente. Le système fournit des détails supplémentaires indiquant que le Codex Apocalypse chapitre 0, le péché originel le plus pur, offre désormais une récupération de mana augmentée de 188% et une sensibilité au mana augmentée de 66%. Ces deux éléments sont liés au trait de paresse. Il était aussi mentionné de la disponibilité d'une compétence spéciale pouvant être utilisée une fois tous les 6 jours, la compétence actuelle étant « Paresse ». Andreas, traitant toutes ces notifications, observa que l'apparence de Nickel restait inchangée, mais ses capacités ont indéniablement augmenté. Il regarda alors Nickel et propose de célébrer cette montée en puissance en annulant la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Andreas se déplaçait à travers les rues animées, dissimulant son identité avec un masque. Les rues sont vivantes avec des activités. Les gens discutent, s'amusent, mangent et font même des concours de bras de fer. Il se rappela que des cultistes venaient dans cette zone pour recruter. Cependant, ne voyant aucun visage familier, il se demanda s'il se trompait à cause du temps écoulé. Son attention se détourna soudainement lorsqu'il repéra un visage familier dans la foule, Hazard. Intérieurement, Andreas sent que la réapparition d'Hazard, qui avait disparu avant l'attaque terroriste, est significative. Il se décida de le suivre. En entrant dans une ruelle, Andreas descendit dans un égout où il remarqua quelqu'un d'autre qui montait la garde. Lorsque la personne détecta la présence d'Andreas, Andreas n'hésita pas à lancer une attaque rapide et mortelle, mettant fin à sa vie. En ouvrant un portail, Andreas confirma ses soupçons. Hazard et le reste du culte se préparaient effectivement à une attaque terroriste. Après avoir invoqué Nickel et Timur, Andreas demande à Nickel de le suivre de près tout en assignant à Timur la tâche de rester vigilant. Alors qu'Andreas avance, Nickel le suit fidèlement. Soudainement, Timur perçoit quelque chose d'anormal. Dans une pièce peu lumineuse, certaines personnes sont pendues nues tandis que d'autres travaillent sur diverses caisses, toutes sous le regard attentif de Hazard. Intérieurement, Hazard reconnut que faire entrer les explosifs avait été un défi considérable, mais les assembler ne devrait pas prendre plus d'une journée. Il pense en son fort intérieur que rien ne devrait entraver leur mission demain. Il espère que sa dévotion pourrait lui valoir une promotion à un rang supérieur. Cependant, en un clin d'œil, quelqu'un fut décapité sous ses yeux. Andreas fit une splendide entrée, en décapitant les membres du culte. La voix de Hazard perça le chaos alors qu'il criait « Un espion ! Éliminez-le » Les assaillants, brandissant des couteaux, convergèrent vers Andreas seulement pour être rapidement et facilement éliminés par ses mouvements adroits. Alors qu'Hazard se préparait à attaquer, il était lassé par ses incapables. Il réfléchit intérieurement à la situation, pensant que s'occuper d'un seul homme ne devrait pas poser de problème. Cependant, la tête d'Hazard s'est retrouvée privée du reste de son corps. Nickel s'était chargé de ce travail sans difficulté. Andreas ne put s'empêcher d'admirer l'impressionnante maîtrise de l'épée de Nickel. Debout parmi les corps sans vie, Andreas nota qu'ils ont presque terminé et proposa de rassembler tous les explosifs en rappelant Timur. Mais ce dernier a réapparu, projeté sur Andreas, qui par un mouvement vif l'esquiva. Andreas tourna son attention vers Timur, ne comprenant pas ce qui se passait. Soudainement, Peya se matérialisa et récupéra la tête coupée d'Hazard. Il exprima ses regrets, mentionnant qu'il a fait de son mieux pour arriver plus tôt, après avoir terminé ses propres affaires, seulement pour tomber sur cette scène chaotique. Il lança un regard terrifiant à Andreas, lui demandant s'il était le responsable. En sueur et nerveux, Andreas se demandait quand est-ce que Peya était arrivé.
Peya fit remarquer à Andreas la gravité de la situation, en l'appelant « Little Boy ». En enlevant son chapeau et son manteau, Peya dévoila sa coupe de cheveux à la One Punch Man et avec une expression menaçante, réprimanda Andreas pour être allé trop loin. Intérieurement, Andreas reconnaissait que Peya, l'un des hauts dirigeants du culte qui apparaît en milieu de jeu, possédait une force équivalente à celle d'un maître de l'aura, le rendant un adversaire redoutable. Jetant son manteau et son chapeau, Peya avertit Andreas que cette rencontre serait douloureuse, l'exhortant à se préparer. En jetant un coup d'œil à Timur et Nickel, Andreas spécula que la force de Peya pourrait désormais surpasser celle d'Ivy. Il se demanda si Nickel et Timur, encore à un stade précoce de leur évolution, avaient une chance contre lui. Les capacités uniques de Peya, qui renforçaient ses muscles et sa puissance physique, rendaient les attaques de corps à corps inefficaces. Andreas se trouvait à un carrefour, incertain de son prochain mouvement. Avec sa transformation complète, Peya admit qu'il ne connaissait pas personnellement Andreas, mais reconnaissait sa force, ce qui pousse à se donner à fond. Andreas se prépara à l'assaut imminent de Peya, mais soudain, Peya disparut de sa place. À ce moment-là, Timur s'interposa, interceptant la charge de Peya. C'était un échange de force brute. Nickel se positionna derrière Peya, lançant une rafale de coups de lame. À son grand étonnement, Peya se tourna vers lui et remarqua avec désinvolture que ça chatouillait. Puis, dans un retournement surprenant, Andreas frappa Peya par derrière, visant son cou. À la grande surprise d'Andreas, l'attaque s'avérait futile contre Peya. Maintenant complètement engagé, Peya donna un coup de tête à Timur, puis lui asséna un coup de pied puissant, l'envoyant valser. Peya saisit l'opportunité d'assaillir Andreas, qui en réponse, imprégna son épée d'aura. Avant que leurs coups ne se rencontrent, Nickel intervint habilement, déviant le coup de poing de Peya avec son épée, créant une ouverture pour Andreas, qui trancha rapidement le coup de Peya. Cependant, rien n'y faisait, Peya était de nouveau en train de charger Andreas. Pour se protéger de la riposte de Peya, Andreas lança un sort de barrière de terre, mais Peya esquissa un sourire menaçant en la fracassant sans effort d'un puissant coup de pied, frappant Andreas sur la volée. Simultanément, Andreas fut projeté dans les airs par l'attaque de Peya, mais Peya ne perdit pas de temps, l'attrapant rapidement par les cheveux et lui assénant une série de coups de poing sur son visage déjà meurtri. Mais en voyant le visage d'Andreas, Peya fut subjugué par une émotion forte, alors qu'il esquissait un sourire amoureux en tenant Andreas par la tête comme un vulgaire sac de patates. Soudain, Timur et Nickel s'approchèrent par derrière prêts à frapper. Cependant, Peya ne fut pas pris au dépourvu, il se retourna rapidement et les frappa simultanément. Ensuite, il enlaça étroitement Andreas, trouvant un plaisir pervers dans ses cris d'agonie. Intérieurement, Andreas réfléchit à ses chances de survie, cherchant désespérément une échappatoire à cette situation désespérée. Puis, une notification du système apparut, indiquant que le péché originel le plus pur avait répondu à l'appel de l'hôte et offrait à Andreas l'utilisation d'une compétence spéciale appelée paresse. Andreas hésita, ignorant les risques, mais sans aucune autre option il accepta à contre-cœur. En activant la compétence, un tremblement immense secoua les environs, faisant tomber la poussière du plafond. Nickel et Timur levèrent les yeux, perplexes, tandis que Peya commença à ressentir une présence omineuse lorsque le sang des défunts commença à affluer vers lui. Ses yeux s'écarquillèrent de terreur, et il lâcha prise sur Andreas, s'éloignant de lui d'un saut. Andreas paraissait menaçant, enveloppé par le sang envahissant. Le système rapporta alors que la puissance magique d'Andreas, la détection magique, la vitesse d'incantation et la récupération de mana avaient tout augmenté de 666%, et qu'un effet magique temporaire nommé génie était en jeu, annulant toute magie mentale. Le système nota également qu'Andreas était entré dans un état émotionnel transcendantal appelé paresse avec des améliorations et des augmentations durant 66 secondes. Andreas se retrouva dans un état délirant, comme s'il n'était plus lui-même. Il monologuait intérieurement, exprimant son mépris pour la pensée, le mouvement et même la respiration, les jugeant fatigants. Il considérait le fait d'ouvrir les yeux comme une corvée et trouvait l'acte de maintenir ses battements de cœur fastidieux. Andreas invoqua ensuite un pic de terre d'un simple geste des doigts, ce qui coupa la main de Peya, bien qu'il essayait de l'esquiver. Observant Andreas qui émanait maintenant d'une présence imposante, Peya s'exclama en demandant avec horreur qui il était. Andreas l'ignora et se prépara à lancer une nouvelle attaque. Sa force nouvelle était stupéfiante même pour Timur et Nickel. Il lança des projectiles de terre sur Peya, qui les bloqua habilement avec aisance en souriant avec confiance. Peya taquina Andreas, lui demandant si c'était tout ce qu'il avait. Andreas répondit cette fois par un soupir exaspéré, marmonnant à quel point c'était fatigant, ce qui laissa Peya perplexe, exigeant une explication. Andreas déclara alors froidement son intention d'éliminer rapidement Peya et enfin trouver du repos, envoyant un aura de terreur à Peya. Soudainement, le maître de la tour, qui se trouvait à proximité, semblait avoir senti la puissance croissante d'Andreas, comme en témoigne l'expression inquiète sur son visage. Pendant que Diane et son père assistaient au combat dans le Colisée, Barthalvan ne put s'empêcher de réfléchir à la sensation étrange qu'il ressentait. Elle ressemblait indéniablement à de la magie noire. Ironiquement, la barrière anti-magie noire qu'il avait mise en place semblait se retourner contre lui.
Sa fille, d'une expression inquiète, lui demanda ce qui le troublait. Il la rassura en lui conseillant de rester sur place car une affaire urgente avait surgi. Pendant ce temps, Andreas, en confrontation avec Peia, employait un sort connu sous le nom de lance de pierre, une technique qui laissa Peia perplexe puisqu'elle était considérée comme de la magie basique. Alors que l'attaque commençait à se former près d'Andreas, le visage de Peia se tordit en un sourire menaçant. Il se moqua d'Andreas en affirmant qu'une telle attaque tape à l'œil ne grifferait même pas sa peau. Mais en un clin d'œil, Nickel se matérialisa et lança une attaque sur Peia, qui réussit à la parer. La frustration de Peia était palpable, il insultait Nickel le qualifiant de squelette laid, et en un instant il lui lança un coup puissant, que Nickel évita habilement en utilisant ses pas fantômes. Peia, d'un air dédaigneux, demanda quel était leur prochain tour, mais juste au moment où Andreas eut terminé de préparer son attaque, il lança une volée de lances de roche vers Peia, qui ricanait demandant si Andreas croyait vraiment pouvoir le vaincre avec de tels tirs médiocres. Pourtant, rapidement, Timur se matérialisa derrière Peia et le maintint dans une prise ferme, l'immobilisant. Avec une expression menaçante, Andreas lança de nombreuses lances de pierre sur Peia, ce qui le tua instantanément. Pour donner suite à l'assaut, une notification du système alerta Andreas que la compétence spéciale Paresse avait expiré et qu'une contrepartie devait entrer en vigueur. Le corps entier d'Andreas devint engourdi alors qu'il tombait comme une feuille d'un arbre, et le système l'informa de son incapacité à bouger, d'utiliser le mana et qu'il a subi des dommages sévères dus à l'effort excessif. Au sol, Andreas maudit son état, se sentant comme si son corps avait été vidé de son énergie vitale. Pourtant, il résolut de se relever, déterminé à achever Peia. Il reçut une autre notification qui indiquait que les créatures invoquées mortes-vivantes seraient retirées en raison de l'épuisement de son mana. Timur et Nickel disparurent dans un portail sous le commandement du système. Le silence accablant de la scène de combat laissa place à une notification qu'Andreas reçut, annonçant que certaines conditions avaient été remplies et que l'évolution d'un individu avait été détectée. Le message concernant l'évolution d'Andreas le laissa perplexe, et la notification poursuivit en l'informant que sa progression évolutive était à 33%, lui offrant une divergence. Le système lui demanda s'il voulait évoluer. Andreas plaisanta d'abord, se demandant ce que le système comptait faire avec une personne mourante et en insinuant qu'il pourrait s'agir d'un cadeau d'adieu. Cependant Andreas finit par décider d'accepter l'offre en perdant connaissance. Bart Alvan se trouvait maintenant dans les égouts, il ne put s'empêcher de critiquer intérieurement la tenue vulgaire des membres du culte Zépar. Il se demanda pourquoi ces cultistes avaient infiltré les égouts de Rodlan, soupçonnant un lien avec la présence étrange qu'il avait ressentie plus tôt, mais il était incertain. Il conclut que spéculer était inutile et opta pour enquêter sur la zone, détectant une faible trace de magie noire. En arrivant sur le site de la bataille, il remarqua une quantité importante de poudre à canon, l'idée qu'une telle explosion puisse se produire sous le stade, mettant en danger de nombreuses vies, y compris celles de ses enfants, le troubla. En inspectant les lieux, Bart Alvan aperçut Andreas et s'interrogea sur sa présence en ces lieux. En s'approchant, il sentit la trace la plus forte de magie noire près d'Andreas. Il réalisa que cela pourrait être le péché originel hérité par Kane Cromwell. Le système affichait alors un message déclarant que le temps restant était écoulé et annonçait solennellement l'évolution d'Andreas Cromwell, signalant l'achèvement de sa transformation. Il mentionnait également que le double cœur, une caractéristique épique, avait maintenant disparu, tandis qu'une nouvelle et unique caractéristique appelée vaisseau s'était manifestée. En ouvrant les yeux, Andreas réfléchit à l'évolution, se demanda intérieurement s'il avait accepté l'offre du système. Il se réveilla dans un lit bien aménagé où il avait été soigné avec minutie, comme en témoignaient les soins apportés à ses blessures. Soudainement, une voix familière lui parvint, lui déclarant qu'au vu de ses blessures il aurait dû périr. Pourtant miraculeusement, Andreas avait presque entièrement récupéré en seulement 2 semaines. Andreas discerna bientôt que la voix appartenait à Bart Alvan, ce qui le fit sursauter d'incrédulité. Bart Alvan le poussa à fournir une explication de ce qui s'était exactement passé dans les égouts, ce qui déconcerta Andreas. Bart insista, précisant qu'il se référait aux événements dans les égouts, laissant Andreas momentanément silencieux. Décidant intérieurement de garder cette information pour lui, Andreas se mit à raconter comment il se promenait le long du canal quand il est tombé sur une bagarre suspecte impliquant un groupe d'individus. En essayant de s'échapper, il s'est retrouvé involontairement pris dans la bataille. Bart Alvan répondit avec un sourire en coin, il semblait peu convaincu par cette histoire. Il demanda ensuite à Andreas de clarifier où les autres avaient disparu, car à son arrivée Andreas était la seule personne sur les lieux. Intérieurement Andreas resta résolu, jurant de répondre qu'il n'avait pas cette information, peu importe combien de fois Bart lui posera la question. Bart regarda Andreas en silence et lui demanda de vider son sac. Andreas répliqua en lui rappelant qu'il avait déjà déclaré ne rien cacher. Cependant, le souvenir par Bart de la demande du père d'Andreas de prendre soin de ses enfants après sa mort le poussa à changer de position. Bart transmit qu'il était inutile d'interroger quelqu'un qui semblait manquer d'informations cruciales et qu'il pourrait être plus rapide de trouver un membre de Zépar qui rôde en ville.
Il affirme que quelqu'un qui a à peine échappé à la mort possède probablement peu d'informations précieuses. Andreas était surpris face au retrait soudain de Bart, se demandant pourquoi il se rétractait aussi facilement. Avant que Bart Alvan ne disparaisse, il déclara la fin de l'interrogatoire et rappela à Andreas leur pari concernant le développement de la potion, lui précisant qu'il ne restait qu'une semaine. Bart exprima son impatience, puis il disparut, laissant Andreas seul dans la pièce. Andreas sent que pour une raison quelconque, Bart Alvan, bien qu'en sachant qui il est, lui a permis d'échapper à un examen plus approfondi. Il se demanda pourquoi cela était particulièrement déroutant parce que Salem semblait également indifférent à la possibilité que Bart puisse découvrir qu'il était un mage noir. Andreas se souvient vivement avoir vu Bart dans sa vision au manoir Cromwell, le rendant assez certain que Bart était au courant des identités de lui et de son père. Soudainement, la porte de la pièce s'ouvrit brusquement, attirant l'attention d'Andreas. Diane et Carlos Alvan entrèrent en exprimant leur inquiétude pour le bien-être d'Andreas. Ayant entendu parler de ses blessures graves, Carlos salue Andreas, notant qu'il s'est passé un certain temps depuis leur dernière rencontre. Andreas fut perplexe par la présence inattendue de Diane et Carlos. Diane expliqua que son père l'avait informé de la situation d'Andreas, ce qui expliquait pourquoi elle est venue lui rendre visite. Carlos ajouta qu'Andreas semblait être en meilleure forme qu'il ne l'avait anticipé. Reconnaissant, Andreas les remercie pour leur visite. Carlos remarqua à quel point il est agréable de voir les trois ensemble, évoquant des souvenirs du passé. D'un ton légèrement gêné, Diane sermonna affectueusement son frère pour qu'il arrête d'embêter Andreas. Andreas réfléchit à sa vie passée, où il avait souvent tenté de sauver les autres mais avait échoué. Avec un sourire satisfait, il déclara que ce ne sera pas le cas dans cette vie. Plus tard, Andreas se promenait sur le campus de Rhodelan, jetant un coup d'œil aux nouvelles sur sa tablette. Il remarqua que Bart semblait avoir une emprise ferme sur les nouvelles. Il n'y avait pas un seul rapport sur les attaques terroristes du culte de Zépar. En rangeant sa tablette dans son sac, il reconnut qu'il n'était pas du tout surpris, car la connaissance d'une menace d'une telle ampleur pourrait affoler les gens. Le silence entourant l'existence du péché originel renforçait cette certitude. En atteignant sa destination, un homme à lunettes le salua. Andreas répondit simplement d'un oui décontracté. L'homme l'informa que Sir Bart Alvan l'attendait, l'invitant à le suivre. Ils montèrent la tour, gravissant des escaliers jusqu'à se tenir près d'une porte. L'homme aux lunettes annonça la présence d'Andreas Cromwell au maître de la tour, qui les invita à entrer. Il les accueillit d'un air satisfait. Arborant un sourire, il incita Andreas à révéler la potion. Andreas ne digérait toujours pas le fait que Bart ait placé sa présence aux égouts sous silence. Il se demanda si Bart Alvan se trouvait du côté de l'empereur ou celui de son père. Après avoir présenté l'exquise potion rouge, Bart l'ouvrit avidement et la consomma, l'identifiant comme étant une potion émettrice sans effet secondaire. Tout comme la précédente, Andreas reconnut les compétences de Bart, et ce dernier, avec une touche d'humour, réprimanda Andreas pour l'avoir testée. De façon inattendue, Andreas dévoila une autre potion, prétendant avoir supprimé les effets secondaires de la potion de Diron. Le mec à lunettes et Bart étaient stupéfaits par cette déclaration. Bart s'exclama avec incrédulité, demandant comment il lui était possible d'en faire deux en si peu de temps. Andreas s'inclina en signe de respect, et remercia Bart Alvan pour son soutien en lui remettant la carte de crédit. Alvan, impressionné mais aussi taquin, nota l'audace d'Andreas à le faire attendre. Il lui accorda gain de cause pour cette réussite, puis il claqua des doigts, ce qui les téléporta à l'entrepôt promis comme récompense. L'espace scintillait de nombreuses gemmes et objets précieux. Bart encouragea généreusement Andreas à choisir ce qu'il voulait, ce à quoi Andreas exprima sa gratitude avant de se mettre à chercher quelque chose de spécial. Andreas réfléchit intérieurement à l'immensité des trésors autour de lui. Chaque objet qu'il approchait déclenchait une notification du système révélant son nom et ses capacités. Par exemple, il y avait la gelée maudite de Nyat qui conjurait une musique chargée magiquement qui accordait un pouvoir croissant tant qu'elle jouait. Puis il y avait la montre de poche de Mitra, capable de stocker jusqu'à 500 unités de mana. Andreas reconnut la valeur exorbitante de chaque objet bien au-delà de 10 millions. Cependant, son attention fut soudainement attirée par une épée. Andreas se souvint avoir rencontré cet objet nommé uniquement dans le cadre du jeu. Il n'avait jamais imaginé le trouver stocké dans l'entrepôt de Bart Alvan. Andreas tendit la main vers l'épée, exprimant son désir de l'obtenir à Alvan. Ce dernier qualifiant Andreas de personnage étrange pour son intérêt pour une épée au lieu d'embrasser son rôle de mage, il mentionna avoir découvert l'épée dans le donjon de Shire, et malgré de multiples examens, il n'avait pu discerner aucune valeur particulière en elle, ce qui l'amena à questionner le choix d'Andreas avec assurance. Andreas confirma sa décision de revendiquer l'épée comme sa récompense. Bart vit l'obstination d'Andreas, semblable à celle de son père. Sans se laisser décourager, Andreas rassura Bart qu'il était satisfait avec ce choix. Bart avertit Andreas que s'il regrettait son choix plus tard, il n'entendrait aucune plainte, puis il lui remit 2 lettres. Bart expliqua que l'une était une lettre de la Majesté impériale, reconnaissant les mérites de la famille Cromwell. Il l'avait reçue durant son coma. La deuxième lettre était une recommandation considérant l'intérêt nouvellement découvert d'Andreas pour les épées, suggérant qu'une visite pourrait s'avérer bénéfique.
De retour dans sa chambre, Andreas se plongea dans les lettres tandis que Nickel s'entraînait à proximité. La première lettre détaillait la réduction potentielle du titre d'Andreas en raison de son comportement passé, mais des éloges récents en particulier de la part de Bart Alvan, duc de Closille, reportaient le changement de titre d'1 an en raison de la réputation améliorée d'Andreas à l'Académie. Andreas, d'un air dédaigneux, expliqua que ce rang de mérite était vide de sens et déchira la lettre. Il décida de demander à Amy de le contacter immédiatement si elle remarquait une activité suspecte autour du manoir. Passant à la deuxième lettre, Andreas nota le geste apparemment amical de Bart par cette lettre de recommandation. Le message lui demandait de la remettre à un vieil homme vivant à un endroit spécifique marqué sur la carte. Andreas reconnut la familiarité de la carte, se souvenant du nom d'Eschrun. D'Eschrun-Fourne était l'un des 10 grands maîtres du continent. Grâce à la recommandation de Bart, Andreas réalisa qu'il pourrait avoir une chance d'étudier sous la supervision de ce maître d'épée. Il planifia d'enquêter sur un endroit caché à proximité du domaine de d'Eschrun lorsqu'il s'y rendra durant les vacances. Dans une zone désertique rocheuse et aride, révélant un insecte semblable à un gros cafard perché sur un squelette humain, Andreas observa de loin, en invoquant une lance de roche qu'il lança à la bête, la tuant instantanément. Andreas expliqua que la récompense substantielle obtenue de son combat avec Peya avait amplifié ses compétences de base, grâce à la combinaison du mana et de l'aura acquérant le trait unique de vaisseau qui supprimait la frontière entre le Dantian et le cœur. Il compara ces vaisseaux à une version améliorée de la transférence de compétences de Salem. Tandis qu'il disséquait le cafard géant, il décida de rassembler chaque morceau des sous-produits du monstre au cas où cela deviendrait nécessaire plus tard. Essuyant sa sueur, Andreas réfléchit au fait que le mont Clatan étant le plus haut sommet de la chaîne de montagnes, était infesté de monstres violents, c'était l'endroit où il pourrait rencontrer d'Eschrun. Cependant, il se décida de faire un tour comme prévu dans ce lieu caché de la montagne où se trouvait l'antre des géants. Là il pourrait acquérir le cadavre du guerrier géant. C'était clairement une chasse aux Pokémon. Il rangea les parties récupérées du cafard dans un bocal, le mit dans un sac qu'il remit à Nickel. Soudain, un bruit attira l'attention d'Andreas, le poussant à enfiler rapidement son masque et à se cacher derrière un rocher pour évaluer la situation. Une silhouette poilue gisait au sol, sans aucun doute, un léopardien. Andreas lui fit boire une potion de soin en lui demandant ce qui se passait. Intérieurement, Andreas reconnut la résilience et la prouesse au combat des léopardiens, malgré leur isolement dû à l'oppression de l'empereur envers les races diverses. Alors que le léopardien luttait pour reprendre conscience, Andreas se demanda qui avait pu lui causer un tel tort. Soudainement, un moustique colossal se précipita vers Andreas, le poussant à réagir rapidement en le coupant en deux avec son épée. Reconnaissant l'agilité exceptionnelle de l'insecte, Andreas se souvint que seul Ranok, le manipulateur d'insectes, pouvait contrôler de telles créatures. L'armée des insectes sous la commande de Ranok possédait assez de puissance pour décimer un village entier en quelques heures. Andreas réalisa que la présence de Ranok ici avait une signification sans doute liée à une chasse au trésor orchestrée par Gester. Alors que le léopardien reprenait conscience, Andreas se tourna vers lui. Le léopardien révéla que les insectes avaient attaqué leur village. Andreas supposa que Ranok devait être après le cristal de Lunapar tant convoité, qui était le seul trésor porté par les léopardiens. Ralliant Nickel et Timur, Andreas ordonna aux léopardiens de les conduire au village, espérant qu'ensemble ils pourraient apporter de l'aide. Le léopardien hésita, pesant le risque d'amener un humain mystérieux dans le village même dans de telles circonstances désespérées. Sentant le doute du léopardien, Andreas offrit une perspective. S'il était un adversaire, il n'aurait pas offert d'aide en premier lieu. Cette assurance persuada le léopardien à accepter l'aide d'Andreas et implora son aide pour sauver leur village. Courant à travers les environs, Timur portait le léopardien, tandis qu'Andreas réfléchissait au chemin à prendre. Arrivé au village, Andreas constata que le village était en feu et envahi par les insectes qui étaient combattus par les léopardiens. Andreas réalisa que c'était le même endroit qu'il visait, le lieu avec le cadavre du géant qui était caché sous les ruines. Malgré les efforts vaillants des léopardiens, il semblait en infériorité numérique et submergé par les insectes géants. Dans un soudain revirement, une énergie verte se matérialisa dans la main d'Andreas. Déterminé à tenir sa promesse, il cibla les insectes en utilisant une compétence appelée « Invocation mineure de Ghoul ». Andreas réanima les cadavres d'insectes morts, les transformant en ces sbires morts-vivants qui attaquèrent les insectes restants. Puis il employa une autre compétence, l'explosion de cadavres, qui a anéanti de nombreux insectes par une grande explosion, laissant les léopardiens stupéfaits. Alors que les insectes menaçaient une léopardaine femelle et son enfant, Timur est venu à sa rescousse et mordit un insecte. Lui et Nickel à ses côtés se donnaient un plaisir d'éliminer ces bestioles. Leurs efforts combinés allumèrent l'espoir de la victoire des léopardiens. Pendant ce temps, caché derrière un rocher, une silhouette hideuse regardait avec horreur ces insectes être décimés. Il déplora son échec à chercher les péchés mortels sur les ordres de Gester et décida de s'échapper. Mais soudain, un faisceau orange brûlant transperça son épaule, ce qui le fit crier de douleur. Andreas faisait face au fameux Ranok aux 10 000 insectes, l'ayant transpercé avec sa lame.
Alors que Rannoch laissait paraître sa colère, il demanda à l'homme masqué qui il était et pourquoi il le reconnaissait. Rannoch exprima sa confusion, se demandant pourquoi Andreas, étant lui-même un mage noir, l'attaquait. Andreas le fit taire, prenant fermement le contrôle de l'interrogatoire et lui demanda s'il avait été envoyé par Gester pour chercher les péchés mortels. Rannoch pris au dépourvu, demanda comment Andreas le savait, mais Andreas exigea des réponses l'avertissant de conséquences gravissimes s'il refusait de coopérer. Intérieurement, Andreas sentait que quelque chose était louche dans cette affaire. Pour voir plus clair, il posa une question à Rannoch, demandant s'il ciblait le village des Léopardiens uniquement pour le cristal de Lunaparle qui était un péché mortel, ou il y avait autre chose. Andreas, d'une voix posée, l'exhorta à réfléchir soigneusement avant de répondre. Nerveusement, Rannoch a cédé, et lui donna un document répertoriant des péchés mortels potentiels. Andreas retira sa lame de l'épaule de Rannoch avec une violence légère. En examinant le papier, il s'interrogea sur son contenu. Une mention de trésors mystérieux provenant des profondeurs des mers était mise aux enchères à Muriel, ce qui l'intrigua. Andreas expliqua que cela pourrait en effet être un péché mortel, et fixa comme prochain objectif, la ville portuaire Muriel. Rannoch, désespéré, implora la clémence d'Andreas, mais il le fit taire d'un coup d'épée rapide. Andreas remercia Rannoch pour l'information et envisagea d'utiliser son corps pour des expériences. Andreas se devait d'atteindre Muriel avant que l'enchère ait lieu.